Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que la culture, c'est comme la confiture. Ça, c'est bien vrai. Voilà, c'est tout. C'est tout à fait la même chose. C'est la même chose. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? Alors aujourd'hui, on va parler de William Bligh, que nous connaissons tous. Et ensuite, on va parler de la Légion étrangère. Oh. On va parcourir le monde encore une fois. Exactement. On va aller aux quatre coins du globe pour étaler, pour tartiner, pour Voilà. tout ce qu'on veut. Parce que William Bligh, c'est un capitaine de navire. En fait, pour notre dernier épisode là sur la guerre entre les Australiens et la nature, Oui. son nom est apparu dans mes recherches, parce que je fais un peu de recherche sur l'histoire de l'Australie, j'en ai pas trop parlé, mais j'avais une bonne dizaine d'onglets ouverts sur divers trucs. Le néolithique, le paléolithique. Voilà. Et donc le nom de William Bligh est apparu plusieurs fois, donc je l'ai mis dans un coin de ma tête, parce qu'à la confiture, on recherche toujours des Oui, mecs sympas et un peu exactement. drôles. Et donc, dans un coin de ma tête, il a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à rencontrer ma culture cinématographique un peu défaillante. Mhm. Et tout d'un coup, Eureka. Mais attends, William Bligh, ça serait pas le mec des Révoltés du Bounty? Ah, rien à voir avec Blight de Netflix. Blight. Il y a un Blight sur Netflix? Bright. Ah, peut-être, je sais plus. Un truc qui avait l'air un peu pourri avec des trolls et des. Oui, ah oui, comment ça s'appelait? C'est vrai que c'était pas terrible. Avec Will Smith et des orques. Exactement. Will Smith versus les orques. Bon, Ouais. Non, non, William Bligh, alors rien à voir avec Nelly Bly non plus, parce d'accord. que ça Oui. s'écrit pas pareil, on va voir comment. Non, William Bligh, c'est le capitaine dans les Révoltés du Bounty. Donc c'est celui contre qui les Fletcher Christian, donc Marlon Brando, Oui. se révoltent. Je n'ai pas vu la mutinerie du Bounty, donc Enfin alors Marlon Brando ou Clark Gable ou Mel Gibson, parce qu'on l'a fait plusieurs fois. oui. Ce film, tous les 20 ans, ils en font un. J'imagine que ça a peu à voir avec la noix de coco et le chocolat. Non. Alors, noix de coco un peu, parce qu'on va passer dans les mers du Sud à un moment Ok. donné, mais... Non, moi Bounty, c'est ça que Ah ça, oui, je sais pas, peut-être. c'est ça que ça évoque. Oui, ouais, peut-être, je sais pas, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Si, il y a un moment, il y a une histoire de vol de noix de coco, ils s'embrouillent pour une histoire de vol de noix de coco, on va voir. Mais donc, William Bligh, le capitaine des révoltés du Bounty, donc déjà, il est passé un petit peu par l'Australie, mais surtout, bah, la mutinerie du Bounty, c'est pas la seule qu'il a dû subir. Ah, qu'il a dû subir. Mais oui, bah, ouais, parce qu'il est capitaine à chaque fois, donc Ouais, mais avant d'être capitaine, je sais pas, il est matelot. il Enfin, était sous-capitaine ou. c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Non, c'est toujours contre lui qu'on s'est mutiné. Lui ne s'est jamais mutiné. On va voir qu'il est un petit peu... C'est un génie incompris. Ouais, incompris, c'est sûr. Génie sur certains points, effectivement, on verra. Mais bon, disons qu'il inspire chez les gens une certaine antipathie. On va voir pourquoi. Bon, pour commencer, donc un peu d'orthographe. Bligh, ça s'écrit B-L-I-G-H. Mais comme c'est de l'anglais qu'on prononce toutes les lettres en anglais, bah ça se prononce Bligh. Ok. C'est logique. Voilà, c'était un petit tacle à ma copine qui ne parle pas français, donc qui n'écoute pas de podcast, mais voilà. Reste cool, bébé, sinon je te dirai blague blague. Voilà, Ménélique, Si tu si nous tu nous écoutes. écoutes. Donc William Bligh est né en 1754 dans le sud-ouest de l'Angleterre, à Plymouth. Plymouth, où son père est officier des douanes, ou dans la demeure familiale de Tinten Manor, pas très loin. On n'est pas bien sûr. En soi, on s'en fout un petit peu, mais ça permet de montrer qu'il n'est pas né dans la pauvreté non plus. Oui, en général, quand tu nais dans un manoir, alors tu peux être fils de serviteur. Hein. Oui. Non, mais alors, c'est pas un noble, hein, mais Tinten Manor, Manor dans ce coin-là de l'Angleterre, c'est une grosse maison, quoi. Oui. Mais c'est de la bourgeoisie de province, quoi. Et donc, il est fils unique. Et à 7 ans, grâce à son père, donc, qui travaille dans les douanes, donc il connaît des capitaines de navires, hein, à 7 ans, il est engagé comme serviteur personnel du capitaine sur un navire marchand. C'est sa première expérience de la mer. 7 ans, c'est relativement jeune quand même. Ouais, mais alors Tiens, mon apparemment, fils, t'as 7 ans, allez, prends le appa- bateau. apparemment c'est une pratique courante à l'époque pour mettre un petit peu ton gamin sur les rails de... Ouais, c'est ton stage de troisième. Ah, c'est ce que j'allais dire, parce que il y reste pas des années non plus, hein, quand il a 7 ans, c'est son stage de troisième. Mais c'est pour le mettre un petit peu sur les rails de l'ascenseur social, quoi. Parce Enfin, sur que... la mer, en l'occurrence. Oui, mais... parce Il y a qu'on des est... rails dans un ascenseur. Bah, pour tenir l'ascenseur, ouais, Ah sur oui. les côtés. Ah oui, Petit c'est peu. vrai. Non, parce que bon, on est donc au XVIIIe siècle en Angleterre, donc entre la Compagnie des Indes orientales et la Royal Navy, enfin l'Empire britannique naissant, dans la marine, il y a des opportunités, quoi. Ouais. Quand t'es pas noble, c'est un peu un bon moyen de le devenir, si tu marches bien. Bref,
Donc, après son stage de 3e à 7 ans, il va à l'école, où, paraît-il, il est plutôt bon en sciences et en mathématiques, et en dessin. Ça Bon, peut être utile. ça peut être utile. Alors, ça va le servir parce que quand tu rentres dans la marine et que t'es pas juste simple matelot, il faut faire des cartes à un moment donné. Oui. Donc ça va lui servir. Et d'ailleurs, à 16 ans, il s'engage dans la Royal Navy. Alors d'abord comme midshipman, c'est-à-dire matelot mais un peu mieux. Mhm. Parce que comme il a commencé à 7 ans, il commence pas mousse, tu vois. Oui. Il commence un peu au-dessus. Et à 17 ans, il devient aspirant officier parce que c'est sa passion, la mer. On va voir que William Bligh, c'est sa passion. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ah, mais tout à fait. Et alors là, elle l'a pris complètement, quoi. Bon, les années suivantes, il apprend le métier un petit peu, hein. Et il faut croire qu'il est bon, parce qu'en 1776, James Cook, le découvreur du Oui. sud de l'Australie, celui dont on a un peu parlé la dernière fois, l'engage comme maître d'équipage à bord du HMS Resolution pour son 3e voyage dans les mers du Sud. Le HMS Resolution, c'est le navire amiral, c'est le navire que commande James Cook. Et maître d'équipage, alors en fait, en langage de marin, on appelle ça un bosco D'accord. ou un bossman. En langage officiel de la Royal Navy, on appelle ça un sailing master. Ok. En fait, c'est le mec qui est responsable de la navigation. Donc Ok. de la position, de la voilure, de l'amarrage et des ressources pour les marins. Donc en fait, c'est un peu important. C'est une sorte de chief strategic officer, quoi, ou de Ouais, chief sailing officer. ouais, voilà, c'est ça. Genre le capitaine, il donne des ordres et tout, il fait ouais, on va à la Jamaïque. Et lui, il fait alors attendez, sur mes cartes, je regarde, on va prendre le périph' et tout. Et donc, bah voilà, c'est parti hein, pour un voyage qui est long, parce que la mission de Cook, c'est quand même d'aller de l'autre côté du monde. Oui. Donc, avec Cook, ils vont aller sur les îles Kerguelen, qui sont pas très loin de l'Antarctique. Mhm. Ensuite, ils vont aller à Tahiti pour ramener Omai. En fait, c'est un Tahitien que Cook avait ramené de Tahiti en Angleterre lors de son 2e voyage. Donc là, Là, on a dit, bon, il est défectueux, il faut le changer. faut le ramener. Non, en fait, ils font le taxi, quoi. Ouais. Mais ils le ramènent, Bah, et puis, c'est plus sympa de Tahiti que les Kerguelen. je pense. À l'époque et encore maintenant, parce que je crois pas qu'il y ait grand-chose sur Il y a les îles des Kerguelen. pingouins, non? Oui, il doit y avoir beaucoup d'oiseaux et de phoques. Mais en tout cas, c'est vrai que Tahiti, en tout cas, au moins pour le climat, ça doit être pas mal. Et puis, Bon, on avait parlé de leur pratique d'accueil. on va en reparler. On va en reparler un peu plus. Là, ils y restent pas très longtemps. À Tahiti, puisqu'ils ont quand même une mission. Donc, ils vont en Nouvelle-Zélande. Ensuite, ça va être les premiers Européens à rentrer en contact avec les peuples d'Hawaï. Alors, ils Mhm. découvrent pas Hawaï, mais c'est les premiers à s'y arrêter vraiment. Ah oui, c'était les Hollandais qui voyaient des îles au loin et qui disaient, ah, c'est bon, on a découvert, c'est Oui, ça? plus ou moins. Les Hollandais et les Portugais. Enfin, en tout cas, les îles étaient déjà sur des cartes, mais personne s'était donné la peine de s'arrêter, quoi. Donc là, ils y vont, ok, ça se passe bien. En gros, c'est grâce à eux qu'on a toutes ces saisons de koh, quoi. Ouais, plus ou moins. Ensuite, ils vont vers l'île de Vancouver, l'Alaska. Ils essayent de franchir le détroit de Bering, parce que le vrai objectif de cette mission, c'est de trouver la voie du Nord pour Oui, rejoindre le Pacifique depuis pas le l'Europe. journal. Non. Non, non, non. La voie maritime du Nord. Ça, je pense que tu n'as pas grandi avec la voix du Nord, c'est pour ça. Non, moi j'ai grandi avec Sud-Ouest. C'est moins pas pareil. Et c'est pas la même. Il y a plus de résultats de tauromachie, Mais il y a moins de carnaval. sûrement. Bon, évidemment, le détroit de Bering, même en plein été, vu ils sont pas sur un brise-glace nucléaire non plus, hein, ça reste un bateau à voile qu'ils ont. Bah, ils le franchissent pas, hein, ça ne marche pas. Donc ils sont obligés de rebrousser chemin vers Hawaï. Et alors à Hawaï, là, cette fois-ci, ils Oh arrivent. merde, on est Oui, obligé de s'arrêter à Hawaï plutôt que d'aller dans le détroit de Bering. zut. Donc ils vont à Hawaï et ils arrivent pendant la saison du dieu de la paix. Bon, à l'époque, dans la religion hawaïenne. En fait, les Hawaïens font du capitaine Cook, qui a l'air d'être plutôt charismatique, hein, parce que donc il est déjà passé quand même dans ces coins. Oui. À chaque fois qu'il va sur une île, les mecs ils font ouais Captain Cook et tout. Et plus tard, quand Bligh il va y retourner, il va juste dire ouais moi je suis un pote du capitaine Cook et tout le monde va lui faire ouais super. Donc là les Hawaïens, en fait ils font du capitaine Cook un avatar du dieu de la paix qui s'appelle Lono. Donc Ok. fête et tout, il le porte en triomphe, il lui file des cadeaux, c'est Quand est-ce super. qu'il sort son colin? C'est bâtonnet de colin. C'est Captain Cook le colin. Non, c'est Captain Igloo. Il n'y a pas une agence de voyage qui s'appelle Captain Cook Cook, ou Cook. ouais, Thomas Cook voyage. Ah bah il s'appelle Thomas, hein, je crois, le Captain Cook. Je l'ai pas noté. Non, il s'appelle James. Donc voilà, rien à voir.
Donc c'est la fête de la paix, super. Ils y restent pendant quelques semaines, et puis ils se barrent, parce que bon, ils ont quand même une mission à remplir. Oui. Et Puis la paix, c'est bien sympa, mais il y a un moment, il faut conquérir des villes quoi. non, et mais des îles. c'est des explorateurs, les Oui. mecs, tu vois, genre ils ont vite fait le tour quand même, c'est pas très très grand Hawaï. Donc ils se barrent, mais ils ont une avarie. Quelques semaines plus tard, donc ils sont obligés de rebrousser chemin. Ils se disent, bon, on va retourner à Hawaï, les mecs sont sympas, Ouais. ils vont bien nous filer un arbre pour qu'on remplace notre pont, quoi. Sauf que, Une pizza à l'ananas. et puis, puis tout ira bien. Sauf que, entre-temps, c'est plus la saison du dieu de la paix, mais c'est la saison du dieu de la guerre. Ah, Et alors, pendant la saison du dieu de la guerre, quand il y a l'avatar du dieu de la paix qui arrive, ça va pas. ça fout le bordel. Ça fout le bordel. Les Hawaïens, ils sont là, genre, non, mais attendez, les gars, il y a un équilibre à respecter, là, vous pouvez pas faire ça. Les Anglais, sont anglais, donc leur disent, bande de sauvages, cassez-vous. Captain Cook, qui se dit, attendez, moi je suis un dieu quand même, Je suis donc l'avatar du dieu de la paix, on peut discuter. on peut discuter. Il s'interpose entre les deux, et puis il se fait lyncher à mort. Et donc, les Anglais repartent sans demander leur reste. Hein, enfin, ils récupèrent quand même un peu les restes du Oui, capitaine c'est ce que Cook, j'allais dire. mais juste des bouts, parce que les Hawaïens, ils l'ont vraiment défoncé. Hein, ils étaient vraiment pas contents. Donc, il n'y a plus de Captain Cook. Le nouveau capitaine se dit, bon, on va quand même rester avec le détroit de Bering. Ils font une petite arrêt en Sibérie. Puis bon, ça marche toujours pas. Puis ils rentrent, du coup, par la voie des écoliers. Hein, ils font le tour de l'Afrique, tout ça. Donc c'est la première expérience en haute mer de William Bligh qui a appris plein de trucs. Oui. Hein, parce que là, donc rentrent en Angleterre en 1780, donc il a 26 ans. Donc il est parti pendant 3 ans. Ouais, 4. Ils sont partis en 76. Oui. Donc voilà, les voyages forment la jeunesse. Là, il est bien formé, quoi. Du coup, bon, en rentrant, il se dit les mers du Sud, c'est sympa, mais c'est un petit peu dangereux. Donc il se calme un petit peu. En 1780, il va se marier en Angleterre. Bon, quelques jours plus tard, la Royal Navy lui dit t'es sympa, mais Voyage de noces maintenant. maintenant, il faut que tu retournes bosser. Donc, il va bosser sur le HMS Bellepool, Ok. qui est un navire que la Royal Navy a piqué à la France. Hein. Ils l'ont pas appelé comme ça. Ah, c'est pas genre BE2L, P2OL quoi. Non, non, Bellepool, comme une poule, mais qui est belle. Sur le Bellepool, il va participer à sa première bataille navale dans la mer du Nord, ce qui va lui permettre de devenir lieutenant. Et donc, commencer à pouvoir commander un petit peu des trucs. C'est là que ça va commencer à devenir intéressant. En 1782, il participe à la bataille de Gibraltar aussi. Ça se passe bien, il continue à faire ses classes, hein, plus ou moins. Et puis 1783, c'est la fin de la guerre d'indépendance américaine, et du coup, la Royal Navy, elle se dit, bon, on a un peu beaucoup de bateaux pour la paix, là, hein, donc on va en enlever quelques-uns, Oui. on va en revendre quelques-uns. Et William Bligh, il fait partie des matelots à qui on dit, chômage technique, les gars, hein. C'est la paix maintenant. C'est la paix, donc vous restez à Allez terre. voir avec ton avatar. Hein. C'est ça. Mais comme du coup, quand il est au chômage technique, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Ils sont en demi-solde, les mecs. Déjà que la Ouais. solde de la Royal Navy, pas top, même quand t'es lieutenant. Ah oui, mais c'est le prestige qui. Après, tu vas pas pantoufler dans le privé. C'est ça. En fait, il va pantoufler dans le privé. Il s'engage dans la marine marchande. Il devient capitaine, parce que dans la marine marchande, ils sont moins regardants. Il multiplie son salaire annuel par 7. Bah, c'est ça. Hein. Tu manges ton pain noir au départ, et puis tu fais ta prépa quoi. Ouais, c'est ça, plus ou moins. Sauf que, voilà, la marine marchande, pour William Bligh, c'est pas prestige, quoi. C'est juste le pognon. Oui, William Bligh, ce qu'il aime, c'est la mer, et puis la gloire de la Royal Navy. Lui, il veut devenir comme le capitaine Cook, quoi. D'accord. Ou Nelson ou. Ouais, il veut. Enfin, pas encore Nelson. Si, Nelson, il est plus Oui. ou moins contemporain. Ils vont se battre ensemble. Enfin, ils vont être dans le même camp. Mais... Ah. Bah, ils vont pas se casser la gueule quoi. non, Nelson, c'est un des seuls qui l'aime bien. William Bligh. Mais ouais, donc lui, il navigue pas pour l'argent, si tu veux. C'est l'aventure qui le motive, hein, la gloire, le prestige, tout ça. Et donc, quand on lui propose de prendre le commandement d'une mission dans le Pacifique pour ramener des arbres à pain de Tahiti vers la Jamaïque, ce qui en soi est pas super prestigieux, mais enfin quand même. Ouais, tu sens la quête de PNJ quoi. Ouais, mais bon, tu vois, alors déjà, c'est la Royal Society qui demande. Oui. C'est la Royal Navy qui arme le navire. Et puis, Pierre Poivre et tout, il est devenu célèbre C'est en vrai. ramenant des trucs du Pacifique jusque dans les Antilles. Donc, William Bligh, il se dit, OK, c'est cool, j'y vais. Et c'est ainsi qu'il prend le commandement du HMAV Bounty, D'accord. Le AV, c'est pourquoi? Armed Vessel. D'accord. Parce que c'est un plus petit bateau Que un ship. que un ship, ouais. On va voir.
Donc bon, dans la Royal Navy, il est plus capitaine, Bligh. Il est seulement lieutenant. Il n'est pas passé capitaine. Sauf que, comme le Bounty, donc c'est un petit bateau, c'est un Oui. sloop. C'est la plus petite catégorie de navire dans la Navy. Il n'a pas besoin d'un capitaine pour le commander. Un lieutenant, ça suffit. Ouais. Lieutenant d'estafette, quoi. Ouais, plus ou moins. Donc il est lieutenant et c'est le seul vrai officier de la Royal Navy. Les officiers qu'il aura sous ses ordres ne sont pas des officiers de la Royal Navy, ce sont des sous-officiers, quoi. Et surtout, il n'a pas de soldats. Parce que normalement, il y a des Marines dans la Royal Navy. Alors, les Marines qui sont habillés en rouge avec un chapeau à plumes et tout, hein, mais bon, des Marines quand même. Bon, William Bligh va choisir lui-même les 40 membres d'équipage parmi des marins avec qui il a déjà navigué soit sur le voyage avec Cook, soit dans la marine marchande. La Royal Society lui adjoint 2 botanistes, parce que bon, faut quand même s'occuper des arbres à pain à un moment donné. Oui, il faut savoir quand les arroser et tout ça. Voilà. Et la Royal Navy lui impose ses sous-officiers, donc ses officiers mariniers, c'est-à-dire le maître de navigation, le maître d'équipage, le quartier-maître, le maître artilleur et le maître charpentier. Donc ça, c'est les 4 qu'il n'a pas choisis, mais qui ont le plus d'expérience du coup. Ils sont maîtres, les mecs. Quand même. Et donc, l'expédition quitte l'Angleterre fin novembre 1787. Et Bligh, parce qu'il veut le faire il est panache, il se dit, on va passer par le Cap Horn. Allez. Comme ça, on fera le tour et tout. Donc, non seulement on va remplir notre mission, mais en plus, on aura fait un tour du monde. Là, panache. Parce que sinon, il pouvait passer par... Le Cap de Bonne-Espérance, faire le tour par l'Afrique. Et puis refaire le tour par l'Afrique dans l'autre sens. Quoi. D'accord. Mais non, lui... non, on va faire tout le tour du monde pour... Voilà. Tahiti étant plus ou moins au milieu du Pacifique, ça se tient, hein, ça l'a dit. Et puis, c'est panache. Il aime bien le panache. Et puis, il n'a pas envie, c'est pas un marin du dimanche, tu vois. Il n'a pas envie de caboter sur les côtes de l'Afrique. Il l'a déjà fait dans la marine marchande. Ça va, quoi. ça a peu d'intérêt. Tout le monde le fait. Tu vois, c'est has-been un petit peu. Le Cap Horn, ça forge un homme. Bah. Alors, par contre, il faut faire de la pleine mer, du coup. Oui. Tu peux pas rester à portée des côtes pour traverser l'Atlantique. Mais ça marche un sloop pour ça? Oui, c'est quand même un 3 mâts, le machin. Oui, ok. non, c'est quand même un bateau pas trop mal. Alors, les sloops font pas toujours 3 mâts, mais celui-là, en l'occurrence... Ouais, tu vas me dire, s'il y a 40 hommes d'équipage, ça commence à... Ouais, il fait... je sais pas plus... une barque, ouais. Non, c'est pas une barque, le machin. Il y a des canons dessus, enfin, bon. Alors, pas beaucoup, mais il y a quelques canons. Et donc, comme il faut faire de la pleine mer, il va appliquer les méthodes de Cook. Parce que James Cook, c'est un grand explorateur, notamment parce qu'il a un petit peu modifié la façon dont on traite son équipage sur un bateau de la Royal Navy. Par exemple, il va forcer ses hommes à manger des agrumes tout le long du chemin pour éviter le scorbut. Ce qui est très louable. C'est plutôt pas mal. Il va aussi les forcer à se laver régulièrement et à laver leurs vêtements. Alors ça, c'est moins louable. Mais bon, voilà, c'est par mesure d'hygiène. Il va organiser un système de veille à 3 équipes, plutôt que 2, parce que dans la Royal Navy, normalement, c'est 2 équipes, pour que les mecs puissent se reposer plus longtemps. Alors, ils sont moins pour naviguer, mais voilà. Ce qui est... oui, en soi, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Et il va organiser des séances régulières de musique et de danse pour entretenir le moral et la condition physique des membres d'équipage. D'accord. Bon, faut avoir un bon musicien, quoi. Ouais, voilà. Parce que si t'as qu'un CD qui tourne en boucle pendant 2 ans... Moi, si tu veux, Bligh, donc on va le voir, il est un peu coincé. C'est un peu l'officier anglais dans toute sa splendeur. Tu vois, il est un peu rigide. Et je l'imagine un peu, je sais pas si tu as vu ce film Good Morning Vietnam avec Robin Williams. Oui, Robin Williams, oui. Où il y a le commandant du camp qui fait non, mais arrêtez avec votre musique de hippie, là, on va écouter de la polka, ça c'est de la vraie musique qui vient. Je l'imagine un peu faire ça, tu vois. Les marins, tu vois, quand on leur dit, va falloir danser et chanter, Oui. faut pas super, moi je connais des chants de marins, là, vous allez voir, c'est super, ça parle de pute. de la dernière fois que je me suis bourré la gueule, bon. C'est formidable, et je vois bien William Bligh faire, ah non, par contre, on danse le menuet. Oui. Les petits doigts en l'air, hop, le face-nose. Parce que tout ça, c'est assez louable. Et ça a fait le succès de Cook, d'ailleurs. Le problème, c'est que... C'est ça, c'est qu'il est ultra coincé et qu'il comprend rien à ses hommes. Qu'il comprend rien aux matelots et il comprend rien à ses sous-officiers non plus. Heureusement, pour lui, il a engagé comme second maître navigateur un marin qui est de 10 ans son cadet, qu'il a rencontré dans la marine marchande et qu'il a pris sous son aile. Il est devenu son mentor, en fait, à ce Monsieur mec. Mouche, quoi. Non, pas tout à fait. En fait, le mec s'appelle Fletcher Christian. Parle de Brando. Oui. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout ce qui est William Bligh, Fletcher Christian, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Fletcher Christian, il est grand, il est fort, il est tatoué. Tout le monde l'aime.
Il est plutôt bon marin, mais tout le Mhm. monde l'aime juste parce qu'il est hyper cool en fait. Il a un Ouais. charisme de malade, là où Bly, il pète une fois tous les 3 mois. Enfin bon. Il a l'anticharisme aussi Ouais, de bah, tout le monde te déteste quand il te voit. voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y a un tableau que William Bly s'est fait faire plus tard dans sa Oui. carrière. Donc quand il a réussi, tu vois. Donc il peut dire à l'artiste, s'il te plaît, mets-moi bien, quoi. Photoshop-moi un petit peu. Même comme ça, tu vois le tableau, tu te dis, ouh, ce type doit être con. Ouh, il doit être relou. Fletcher Christian, c'est pas à quoi il ressemble, donc on va dire qu'il ressemble à Marlon Brando. Hein. Et donc, à la base, Fletcher Christian, il est second maître de navigation, mais en mars 1788, 3 mois après qu'il soit parti, Bly le fait second du navire, donc maître de navigation. Devant l'autre, qui est déjà là, qui a rien demandé, mais qui du coup le prend un peu mal. Bah oui, je trouve. Surtout au milieu de la traversée. Ouais, voilà, parce que bon, bah, il peut pas se barrer, tu vois, Oui. il est là, fait, ah bon, très bien, ok. Il en prend pas mal, mais il n'en pense pas moins, mais bon, très bien. Début avril, le Bounty arrive au Cap Horn. Donc Bly se dit, allez, ok, c'est bon les gars, on passe. C'est maintenant qu'on montre qu'on en a. Voilà, c'est pas du tout le bon moment, parce que donc c'est le début de l'hiver austral. Et d'ailleurs, bah, l'hiver austral leur fait bien sentir. Hein. Dès qu'ils arrivent, il y a une énorme tempête. Le bateau, il recule d'une semaine de navigation, plus ou moins. Ils réessayent pendant 2 ou 3 semaines. Au bout de 2 ou 3 semaines, l'équipage commence à dire, écoute, ça devient un peu relou là. Pourrait peut-être, on passe de l'autre côté. William Bly, bon, ok, d'accord, on passe de l'autre côté, mais vous me faites chier. Hein. Il retraverse le Pacifique. Il retraverse l'Atlantique pour passer par le cap de Bonne-Espérance. Ah oui, d'accord, c'est dans ce sens-là. Ouais. Et pour faire le chemin des écoliers, quoi. Oui. Ensuite, par l'Asie, etc. Donc là, William Bly, il commence à l'avoir mauvaise et à avoir un peu de ressentiment envers son équipage et envers Christian, parce que, en fait, l'équipage, il parle pas directement au capitaine. Oui. Lui, c'est un capitaine anglais, donc le matelot, il l'entend même pas, si tu veux. Oui, il y a des interférences. C'est des interférences. Lui, il est en haut de son truc et tout, il n'entend pas. Donc il commence à l'avoir un peu vénère, mais le voyage se passe bien. Bon, à part les quelques problèmes d'alcoolisme du chirurgien du bord, qui du coup bute un type en essayant de le soigner. Bon, ça c'est... Bon, je veux dire, c'est les risques de la marine. ouais, ça arrive, mais on peut pas... Pas de la faute de Bly, ni de Christian, ni de... C'est la faute, t'as pas de chance, on va Ouais. dire. Enfin, peut-être la photo chirurgien. Oui, quand même un peu. Je veux dire. Apparemment, il s'est gouré dans les saignées, il a saigné un type à mort. Vraiment. 8 litres. Ouais, C'est bon. c'est une bonne saignée. Là, il va repartir. Il sera d'équerre bientôt. Comment 40 remets-le, t'as lu du rhum à la place. Moi, avec moi, ça marche hyper bien. Et donc, en octobre 1788, ils arrivent à Tahiti. But de leur voyage. Ils ont parcouru 50 000 km quand même. Donc l'équipage, il est un peu tendu, mais il est hyper content d'arriver à Tahiti. Il fait « Ouh, mais attendez, c'est super bien ça !» Et comme les chefs locaux, ils se souviennent de Cook, Oui. et que Bly, il dit « Eh, mais vous vous souvenez, moi aussi, j'étais avec Cook. » Les chefs locaux, ils font « Bienvenue, les amis de Cook sont nos amis. Super, vous pouvez rester. » Et Bly leur dit « Bah alors, on est venu chercher des arbres à pain. » Les chefs locaux, ah bah, mais pas la saison là, hein, les gars. Revenez dans 6 mois. Oui, c'est exactement ça. Il faut attendre 6 mois. Bly, lui, je pense qu'il serait parti pour essayer de repasser Le détroit Cap Horn, juste ouais. en attendant. Quoi. Oui, ou le détroit de Bering, ou un Ouais. truc comme ça. Son équipage lui dit non, on va attendre. Hein, ça a l'air pas mal Oui, ici. il fait beau. Il fait beau. Donc, on va attendre. Donc, ils ont 6 mois à attendre. Enfin, 5. C'est la tuile, quand même, un petit peu pour William Bly. Et puis surtout, il n'y a rien à faire, quoi. Oui, William Bly, c'est soit il navigue, soit il se fait chier, quoi. Ouais. Bon, en bon capitaine et en bon mari. Il peut faire de la polka, quoi. Ben c'est ça. En fait, en bon capitaine, en bon mari, lui, il reste sur le navire, dans sa cabine et tout. Il faut pas abandonner son poste, ça se fait pas. Il est dans la Royal Navy et tout comme ça. Et il dit à Christian, bon, tu t'occupes des marins, ouais, Oui. qui vont sur l'île. Tu nous arranges un petit camp, tu fais ça bien et tout. Puis surtout, attention, un polka tous les matins à 10h, tout ça, tout ça. Fletcher Christian lui dit oui, oui, oui. Pas de boogie-woogie avant la prière du soir, Voilà. comme disent les jeunes. Fletcher Christian, oui, oui, bien sûr. Comme on l'a dit la dernière fois, je crois, ou Oui. enfin, je ne sais plus quand on a parlé de Tahiti, les mœurs à l'époque, parmi les Tahitiens, sont assez libérées. Ça veut dire qu'ils ne sont pas corsetés par la morale judéo-chrétienne ou par l'Angleterre, de manière générale. Et donc, les marins sont assez bien accueillis, notamment par les femmes qui se disent que ça va changer un petit peu. Oui. Hein. Donc, la discipline se relâche un peu. Le marin de l'époque, célèbre pour sa retenue. Oui, voilà. Voilà, c'est bon.
Ça se relâche un peu. Christian, il essaye de maintenir un petit peu les trucs. Il se fait pote avec Les chefs les du chefs coin. locaux. Comme il est ultra charismatique, les chefs locaux en font un des leurs, ils lui donnent un nom en tahitien, ils le tatouent. Ok, il est pote. Quand Bly descend de temps en temps à terre, bah lui, il est capitaine, donc il Oui. s'attend à ce que Christian continue à lui parler comme un capitaine. Sauf que Fletcher Christian, il a fait ouais, mais attends, là, on n'est pas à Londres hein, quand même, donc il faut Oui. se détendre un petit peu. Mais, Et Bly, moi, il je suis en l'humilie. short. Bon. Ouais. Bly, il l'humilie devant les chefs. Enfin, ça se passe pas ultra bien. Ça commence à pas très bien se passer entre eux. Mais arrive enfin avril et donc des arbres à pain qui sont à point, Oui. prêts à être empotés et mis sur le C'est le bounty. moment de se servir des botanistes. Les botanistes, ça fait 5 mois. Oh, remarque peut-être que eux, ils se sont fait plaisir. Hein. Oui, cela dit, les botanistes, ils ont pris d'autres plantes. Hein. Oui. Ils ont fait leur boulot quand même. Entre deux fêtes tahitiennes, bon. Les marins, ils sont là, ils font ouais, bon, on peut attendre encore un petit peu, non William Bligh, non, on se barre. 1er avril, tac, ils reprennent la mer. Hop, Cap Horn. Exactement. Il faut rentrer, on va passer par le Cap Horn. Les marins, ils font dis donc, commence à être un petit peu relou là. Hein Parce qu'on est bien ici, à Tahiti. non, mais ils repartent hein, quand même, Oui, tu vois, mais parce qu'il annonce le Cap Horn une fois qu'ils sont déjà repartis. oui. Là, les marins, et en fait, Bligh, il a de plus en plus de mal à se faire respecter. Parce que bah, c'est un peu le casse-bonbon, quoi. Oui. Tu vois, c'est le trouble fait. Enfin non, tu veux dire que c'est l'homme qui représente la discipline et la mission Oui. dans un océan de stupre Et de fornication, tout à fait. Exactement. Mais bon, ça commence à moins bien se passer. Du coup, il devient tyrannique, comme tous les chefs qui manquent de charisme. Bah, il Oui. se met à crier et à blâmer Fletcher Christian pour tout et n'importe quoi. Allez, plus de polka. Non, mais tu vois, on parlait de noix de coco tout à l'heure. Oui. Apparemment, ils ont pris des noix de coco comme nourriture, enfin comme Oui. provision. Et pendant un de ces quarts, Fletcher Christian en prend une, parce qu'il a soif. William Bligh le fait fouetter et tout. Pour une noix de coco. Donc ça commence à devenir un petit peu compliqué entre l'équipage et William Bligh, et entre Fletcher Christian et William Bligh. Fletcher Christian étant un petit peu le seul qui fait L'intermédiaire. Hein. l'intermédiaire. Ouais. Si bien que dans la nuit du 27 au 28 avril, Christian, en fait, c'est du harcèlement moral, il en peut plus, quoi. Il est au Ouais. bord du burn-out. T'as d'autres marins qui lui disent, écoute, Fletcher, on t'aime bien, nous on te suit où tu veux. Hein. Donc on peut peut-être faire un truc. Où tu veux, et plutôt pas par le Cap Horn. Voilà. Le relou, là, on le fout sur une planche et puis, advienne que pourra. Fletcher Christian, ça lui fait un peu mal parce que c'est quand même un vrai marin, tu vois. Oui, et puis c'est le mec qui l'a pris sous son aile. Voilà, c'est son mentor. Il a rencontré sa famille, ses enfants et tout, tu vois. Genre, vraiment, ils étaient potes à l'origine. Plus depuis quelques mois, mais ils étaient potes. Mais je crois que c'est un vrai test pour l'amitié de passer 3 mois en Il y a moyen, ouais. Surtout quand il y a un rapport hiérarchique. Ouais, c'est ça. Bon, bref, dans la nuit du 27 au 28 avril, Christian et 21 marins. Alors, ils sont pas 21 parce que c'est pendant le quart de Christian. Ils arrêtent William Bligh, ils le ligotent. Bon, ça réveille tout le monde parce que ça fait un peu de bruit quand même. Il se trouve qu'il y a 21 marins qui sont du côté de Christian et 21 qui sont encore fidèles à Bligh. On est un peu moite-moite, Ouais. quoi. Sauf que les marins qui sont fidèles à Christian, ils ont les mousquets. Donc, bon, en gros, ils sont maîtres du navire. Christian, bon, il force deux charpentiers et un armurier qui sont fidèles à Bligh à rester sur le navire. Les autres, ils leur disent, écoutez, soit vous venez avec nous et vous respectez mes ordres, soit vous restez fidèles à Bligh et chaloupe. Ils mettent une chaloupe à la mer, ils mettent Bligh dessus, voilà. Tous ceux qui trouvent que William Bligh c'est un bon capitaine, bah allez dans la chaloupe. Nous, on retourne à Tahiti et vous démerdez. Hein. Ok, tout le monde est d'accord. Super, ils font ça. Donc dans la chaloupe, une chaloupe de 7 mètres de long, hein, ils sont 18 marins, plus William Bligh, 19. Les mutins sont quand même pas des assassins, hein, donc ils leur filent quelques jours d'eau et de provisions, sachant qu'il y a quand même une île qui est à l'horizon. Oui, d'accord. Ils sont pas au milieu du Pacifique où il n'y a rien. Une île des Tonga. Ils viennent de passer à côté, ils savent qu'elle est là. Ok. La chaloupe, donc, William Bligh, il fait bon, bah, direction l'île. Hein. Oui. On est con, mais pas trop. Au début, ça va. Les indigènes sont plutôt amicaux.
Et certains des marins se disent, bon, on n'a qu'à attendre ici. Il y a bien Oui, un vaisseau européen qui va passer à un moment donné, et puis ils nous ramèneront, quoi. Je veux dire, ouais, on a déjà passé 5 mois à Tahiti. on va pas se taper le retour en chaloupe. Ouais, ça va être un petit peu relou. Et puis, c'est moins accueillant que Tahiti, les Tonga, mais enfin, ça va, c'est quand même pas mal comme Oui. île. De façon surprenante, William Blake, il refuse. Quand on le connaît, on se dit, tiens, c'est bizarre quand même, Oui, tu veux pas rester sur une île et tu veux rentrer en chaloupe. Oui. oui, oui. Oui, on va rentrer en Port de chaloupe. Cap Horn. On va rentrer en chaloupe. Donc, il leur donne de prendre des provisions Hmm. sur l'île. Ils s'embrouillent avec les indigènes qui sont là. Mais attendez, vous êtes sympas les mecs, mais vous nous piquez. C'est le dîner ce soir, ça. Ouais. Vous prenez tout comme ça. William Bligh fait je suis anglais, donc j'ai le droit. Hein. Si t'es pas d'accord, parle avec la reine. Voilà, déjà que je suis à 2 doigts d'annexer ton île, donc s'il te plaît. Bon, donc ils s'embrouillent au point que les locaux, vraiment, sont très en colère. Et ils vont avec des lances et des arcs. La situation dégénère complètement. Ils sont vraiment obligés de partir en catastrophe au point qu'il y en a un qui meurt quand même Oui, dans d'accord. le tas des marins anglais. Et puis hop, c'est parti en chaloupe. Les autres, ils se tournent vers William Bligh. Ils font, alors, Cap Horn, non. Hein. Mais le mec, il fait non, attendez, je suis pas fou non plus quand même. On va aller à Timor. C'est à seulement 6700 bornes d'ici. On peut le faire. Il va falloir ramer, par contre, les mecs. Faut la ramer. Et c'est pas moi qui rame. Hein. Moi, je suis capitaine. Alors comme ça, on se dit, c'est complètement con. Oui, oui. Oui, un peu hein, quand même. Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte que William Bligh, ça a beau être un sinistre connard, c'est aussi un marin de génie. Parce qu'ils n'ont pas une carte. Ils ont un sextant, une boussole et une montre de poche. Et avec ça, en 41 jours, ils vont faire les 6700 bornes pour arriver sans encombre à Timor. Il va pas perdre un seul mec. Bien. Bon, il y a un moment donné, les types sont à 2 doigts de lui couper la gorge et tout, mais pour une fois, il arrive à, à détendre l'atmosphère. Avec un peu de polka. Oui, faut croire. Alors, il paraît qu'il leur raconte des histoires de marins pour renforcer le moral. Ils sont 17 sur une Ouais. chaloupe, 18 sur une chaloupe, ils en ont perdu. Enfin, c'est quand même incroyable, les mecs, de faire ça. Bon, ils sont pas en pleine mer, hein, parce qu'ils arrivent très vite jusqu'à l'Australie, ils cabotinent Oui. ensuite sur le long des îles d'Australie, mais à un endroit où il n'y a rien. Quoi. Ils peuvent un petit peu se ravitailler sur les arbres qu'ils trouvent. Ils Ouais. vont bouffer beaucoup de noix de coco. Je pense qu'il y en a eu beaucoup de diarrhée sur cette chaloupe. D'ailleurs, quand ils arrivent à Timor, il y en a quand même un qui meurt de maladie quelques jours plus tard. Ensuite, donc Timor, c'est une colonie hollandaise. Ils sont transférés à Batavia, en Indonésie. Il y en a 4 de plus qui meurent. Oui, parce que l'Indonésie, c'est... Bon, surtout Batavia. Il semblerait que c'est quand même vraiment insalubre comme Oui, on ville. en avait parlé avec Pierre Poivre, d'ailleurs, je Oui, crois. oui, Oui. oui. Tous les trucs que j'ai lus sur Batavia, les mecs, ils disent non, mais c'est une horreur cette ville. Parce que c'est pas une ville en fait. C'est les Hollandais qui. C'est un marécage. Ouais, les Hollandais, ils ont foutu 2 tentes sur un marécage et ils ont dit ça, Batavia. c'est Batavia. Ok, cool. La chaloupe, pour dire là, elle fait 7 mètres hein, de long. Il n'y a pas de mât et tout. Ouais. Tu vois, c'est vraiment une chaloupe quoi. Bref, il reste un temps à Batavia, le temps qu'un navire passe pour les ramener en Angleterre. Il va rentrer, William Bligh, dans les premiers au début de l'année 1790. Il est tout de suite traduit en cour martiale par la Royal Navy, puisqu'il a quand même perdu un navire. Oui. Tu vois, c'est pas comme un truc que t'égares comme ça, il y a un peu des conséquences. Mais il est acquitté assez vite grâce au témoignage des marins qu'il a ramenés, qui pour la plupart, de toute façon, lui étaient Fidèle. fidèles, mais qui en plus racontent que grâce à lui, ils ont fait 6700 bornes en chaloupe. Il est acquitté en octobre 1790, je crois. Oui, bon, c'est pas très grave. Mais enfin, à la fin de l'année 1790, en 1791, il y a quelques mutins qui sont ramenés par un autre navire anglais. Parce que, donc les mutins, ils sont rentrés à Tahiti, ils se sont séparés à cet endroit-là, parce qu'il y en a qui disent non, mais c'est cool Tahiti. Mais Fletcher Christian, il dit ouais, mais Tahiti, c'est sur les cartes. Donc il y a forcément des Anglais qui vont venir, donc ça va être relou. Donc Christian et genre une dizaine à peine, ils vont sur les îles Pitcairn, qui à l'époque sont pas sur les cartes. D'accord. Et ils vont y rester. Alors, ils vont s'entretuer assez vite, mais le dernier survivant va y rester. On va le retrouver 20 ans plus tard, quoi. Il est tout seul avec 9 femmes et 35 enfants. Et un énorme bateau. Non, ils l'ont cramé le bateau. Ah. Le Bounty, ils l'ont cramé. Et d'ailleurs, maintenant, la population des îles Pitcairn, c'est que des descendants de Christian et de ce mec-là. Enfin, bon, à part les gens qui ont émigré depuis. Mais... Donc, quand les mutins en 1791 reviennent, sont aussi traduits en cour martiale, leur témoignage va un peu ternir la réputation de William Bligh, parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même version des faits. Mais il a déjà été acquitté, donc Ouais. on ne juge pas 2 fois
un mec. Hein. Ça ne se fait pas. Et puis, pour la Royal Navy, en fait, bon, il a... Il y a un méchant, quoi. C'est facile de mettre ça sur Christian. Non, mais c'est surtout qu'il a suivi les ordres de la Royal Navy. C'est-à-dire que la Royal Navy, les autres capitaines de la Royal Navy, ils sont pires que Bligh. C'est-à-dire qu'ils fouettent les marins pour un oui ou pour un non, ils les pendent et tout. C'est normal, si tu veux. Dans le fonctionnement de la Royal Navy, le capitaine, c'est un enfoiré. Et les marins, c'est rien, quoi. On les change comme ça. De toute façon, il y a la conscription la plupart du temps. Donc, Oui. C'est un enfoiré, mais c'est notre enfoiré. voilà. Donc, il est fait capitaine par la Royal Navy. Hein. Hop, petite promotion. On se dit que là, il va arrêter un petit peu avec les mers du Sud, mais non. En 1792, on lui offre une nouvelle mission pour ramener des arbres à pain. Cette fois-ci, ça se passe bien. Il arrive au bon moment. Il arrive au bon moment, il s'embrouille pas avec son équipage, ils arrivent jusqu'en Jamaïque avec des arbres à pain qui sont viables. Tout se passe bien. Les arbres à pain, à la base, on les ramène en Jamaïque pour nourrir les esclaves. Parce qu'on se dit, ça coûte pas cher, c'est facile à faire pousser et tout, machin. Sauf que les esclaves en Jamaïque, ils font, bah non, parce que c'est dégueulasse. Donc on va pas manger ça. Donc la mission est un échec, mais là, c'est pas de la faute de William Bligh. Il ramène un autre arbre aussi qui s'appelle l'Aki, alors qui fait des fruits, paraît-il sont bons, je sais pas, je connais pas. Mais dont le nom scientifique est le Blighia sapida, en l'honneur de William Bligh. Parce que du coup, il se fait un peu botaniste. Bon, quand t'es navigateur, j'ai l'impression que souvent, hein, tu découvres quand même Des plantes, ouais. des plantes, des oiseaux, des trucs comme ça. Ouais, ou alors c'est d'autres qui le découvrent. Oui, Et puis, on et donne... puis tu dis c'est moi le chef. Oui, voilà. Donc c'est moi qui ai découvert. Après ce voyage, la Royal Navy lui dit « Ok, c'est cool, t'as bien bossé, on va arrêter avec les mers du Sud. » Il l'affecte sur les flottes qui défendent la Manche et l'estuaire de la Tamise. Du coup, il peut voir sa femme aussi un petit peu, parce que, parce que la femme, elle part pas hein, en voyage. Ouais, mais on passe par le Cap Horn. Alors, il doit pas passer par le Cap Horn parce qu'il lui fait 7 enfants quand même. Ouais. Donc il doit passer par la route normale. Hein. Oui, par le chemin des écoliers. Ouais, ça va être ça. Donc petit moment de calme dans la carrière de William Bligh. Et puis en 1797, l'Angleterre reprend la guerre contre la France révolutionnaire. Et alors là, la guerre se passe dans la Manche et sur l'estuaire de la Tamise. Donc il faut plus de navires. Donc conscription, on envoie des centaines de milliers d'hommes sur les bateaux de la Royal Navy. Mais là, les mecs qui ont attiré des bas-fonds de Londres pour aller se battre sur un bateau contre des révolutionnaires français commencent à faire, disons, pas con ce qu'ils disent, hein, les Français là. Ouais, plutôt que d'écouter de la polka. Oui, on pourrait peut-être faire quelque chose, parce que nous, on n'a pas été augmentés depuis 1658 quand même. Ça fait un siècle et demi que les mecs, ils n'ont pas été augmentés. Et il y a eu un peu d'inflation, hein, même si c'est pas... Et puis, le fait que les capitaines ont le droit de nous fouetter pour un oui ou pour un non, pas top, hein. Oui, ça passe moyen. Voilà, dans la mesure où on n'a déjà pas choisi d'être là, ça fait quand même un peu chier. Et donc, ils se mettent en grève, enfin, ou ils se mutinent, quoi. Et William Bligh, qui est commandant du HMS Director à l'époque, dans l'estuaire de la Tamise, bah, mutinerie. Donc, on le prend, lui et ses officiers, on le met sur une chaloupe, casse-toi. Bon, là, c'est plus simple. C'est plus simple pour rentrer. Et puis, c'est pas vraiment de sa faute non plus, cela dit. C'est pas lui qui décide Oui. la paye de ses marins. Mais bon, deuxième mutinerie. Donc, deuxième cour martiale, hein, parce qu'il a quand même perdu un navire, Oui. encore une fois. Alors, les mutins se barrent pas. C'est vraiment plus une grève générale qu'une mutinerie. C'est-à-dire qu'il négocie après avec la Royal Navy, qui finit par dire oui, bon. C'est Potemkin. Enfin, pas tout à fait. Bah, qui se passe. Enfin, qui se passe. Ils ont gain de cause, en fait, les marins. Ouais, c'est plus une grève qu'une mutinerie. Voilà, c'est ça. Ils ont gain de cause, on les augmente un petit peu, on arrête de les fouetter. Bon, la Royal Navy va en pendre quelques-uns pour l'exemple, hein, parce que Oui. pas non plus. Voilà. William Bligh, donc, cour martiale, mais c'est pas vraiment de sa faute, donc il est acquitté, encore une fois, très bien, super. Bon, deuxième matinerie, c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que dans son dos, en fait, les marins l'appellent le bâtard du Bounty, ou Breadfruit Bligh, à cause de son petite obsession pour les arbres à pain. Il le prend un peu mal. Mais en même temps, il peut plus fouetter. Mais il a plus le droit de fouetter, donc voilà. En 1801, donc retour sur les bateaux, hein, capitaine de navire, c'est là qu'il va se battre sous les ordres en fait de l'amiral Nelson dans la bataille de Copenhague, qui est dans la mer du Nord. Et Nelson va reconnaître qu'il n'aura pas pu remporter la bataille sans le courage de William Bligh. Parce qu'il y a un moment donné, il s'embrouille un petit peu sur les ordres. Tu sais, c'est les ordres avec les fanions et tout. Et il n'y a que Bligh qui a compris le bon ordre et qui continue à attaquer et tout. Bon. Donc il se couvre un petit peu de gloire. En récompense, il est élu à la Royal Society. Bon, c'est vraiment histoire de... parce que... Oui. Et donc là, portrait. Portrait, exact.
En 1805, il s'embrouille encore une fois avec son équipage, avec ses officiers cette fois-ci. Il les insulte, tout le monde s'insulte, du coup, corps martial, pour tout le monde. Encore une fois, il est acquitté. Mais là, la Royal Navy, elle se dit qu'il faudra peut-être commencer à arrêter de le mettre sur des bateaux, ce mec-là, parce qu'il est relou. Donc, on va l'envoyer loin, et pas sur un bateau. Par exemple, en Australie, où on a besoin d'un nouveau gouverneur, en Nouvelle-Galles du Sud. Donc, on est en 1806. Il vient avec des lapins. Non. Non, il vient avec son caractère de cochon. Et spoiler alert, ça va pas hyper bien se passer. Hein. Mais bon, un peu de contexte. Donc on est en 1806. Je l'ai dit la dernière fois, la Nouvelle-Galles du Sud, ça a été fondé en 1788. Avec la First Fleet Oui. et tout, les prisonniers. En 1806, quand Bligh arrive en Australie, la colonie, elle compte 6935 Européens, dont 1380 prisonniers et 685 soldats du bataillon de Nouvelle-Galles du Sud, qui sont censés garder les prisonniers, Oui. faire la police et puis défendre la colonie contre les émeutes, quoi. Oui. Et les lapins. Ah non, il n'y a pas encore de lapins. Les dingos. Vu l'éloignement, puis la réputation d'Australie, qui est quand même une prison assez Oui, c'est ouverte vrai. et un désert, les soldats ne se battent pas pour rentrer dans le bataillon de Nouvelle-Galles du Sud. Donc, c'est pas vraiment la fine fleur de Oui, la c'est pas Royal la crème Navy. de la crème. Non, pas vraiment. C'est plutôt les fauteurs de troubles. Ceux où on s'est dit, bon, la frontière avec le prisonnier est Ouais, pas vraiment. assez fine. C'est ça, c'est qu'ils sont sous, comment on dit, en liberté conditionnelle. C'est les indigents qui se sont engagés dans l'armée parce que c'est ça ou crever de faim dans les rues de Londres. Donc bon, c'est pas... Oui. Il n'y a pas une grande motivation pour défendre l'Union Jack. Bon, c'est surtout que la discipline, c'est pas vraiment ce qui prime, quoi. Oui. Mais pour ces soldats, c'est un peu une terre d'opportunité, l'Australie. Parce que, donc, comme on est loin, les règles sont un peu plus souples. Donc, on a le droit d'avoir un side job, quoi, sur le Oui. un side hustle, quoi, sur le côté. Et il se trouve aussi que les autorités coloniales, autant, je l'avais dit, sur la First Fleet, il y a un bateau qui est plein de briques, par exemple, pour construire Oui. des bâtiments. Donc, ils ont bien les menottes et tout, ça, il y en a. Il y a un truc qu'ils ont un peu oublié, c'est de la monnaie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envoyé beaucoup de billets et de pièces, et qu'à l'époque, en Australie, il n'y a rien Pour en imprimer, oui. pour imprimer des billets ou frapper des pièces. Donc, il y a un problème de monnaie. Ils savent pas à quoi payer les mecs. Bah, ça, c'est pas grave. On fait des petits mots, quoi. Non, ils ont trouvé mieux. Ils se payent en rhum. Comme de toute façon, il n'y a que ça à faire hein, là-bas. Oui. Bah, ils se payent en rhum. Jusque-là, tout va bien. Et comme je disais, donc c'est un petit peu léger la discipline dans l'armée. Bah, en fait, il y a un tiers des bars de Sydney qui sont tenus par des sous-officiers du bataillon. Comme ça, c'est pratique. Oui. T'as même pas besoin de les payer, tes soldats. Tu lui dis juste, bah, viens dans mon bar. Puis c'est cool. Bon, du coup, il y a un petit trafic d'alcool qui se met en place. Et les prédécesseurs de Bligh, les deux gouverneurs d'avant, ont une autorité un peu relative sur les colons. Alors, sur les colons, d'abord, parce que c'est le plus riche et le plus entreprenant d'entre eux, un certain John MacArthur, qui dirige. Oui, que c'est le lui qui plus a de riche. l'argent. Voilà. Surtout qu'il est en affaire avec le major Johnston, le chef du bataillon de Nouvelle-Galles du Sud, notamment sur cette histoire de trafic d'alcool. Bon, ils s'arrangent un petit peu. Donc c'est un peu eux les deux vrais chefs de la colonie. Et le gouverneur qui précède Bligh, il rame. Et donc la Royal Navy se dit, attends, Bligh l'incorruptible, cet homme qui a prouvé sa diplomatie de nombreuses fois dans les mers du Sud, c'est le candidat parfait pour envoyer en Australie. Je pense que ça va bien se passer, quoi. Alors déjà, sur le chemin, ça commence mal. Il part avec deux bateaux. Donc lui est capitaine du premier, Oui. puis il y a un capitaine du second. Il s'embrouille avec l'autre capitaine au point que... Par fanion interposé. Non mais vraiment, il s'embrouille par fanion interposé au point que l'autre capitaine de rage fait tirer sur le bateau de Bligh. Du coup, Bligh est obligé de l'aborder, de lancer l'abordage sur son propre navire d'escorte et d'arrêter l'autre capitaine, qui renvoie en Angleterre en En disant... chaloupe. Hop. Non, il le dépose sur une colonie au passage en disant cour martiale, hein, vous l'envoyez Ouais. en Angleterre, cour martiale. Quand l'autre arrive en Angleterre devant la cour martiale, il dit C'est non mais c'est Bligh. c'est Bligh. Les mecs ils font ouais bon vas-y casse-toi, c'est pas grave. À son arrivée, donc à William Bligh en Australie, il est accueilli par MacArthur, Oui. Johnston et un certain Richard Atkins qui est juge avocat de la colonie. Qui est juge et avocat, comme ça. Ouais, en fait il est juge et procureur quoi. Ouais, Ça va plus vite. c'est la justice, quoi. Oui, c'est la justice. Ouais.
Donc c'est plus ou moins les 3 chefs de la colonie. Hein. Ouais. Donc t'as l'armée, le business et la justice. Et la justice qui lui disent, bon, écoute, William, les choses, on va t'expliquer comment ça se passe ici. Hein. Donc on paye en Rome, John, il s'occupe de l'argent, le major, il s'occupe de faire régner l'ordre et puis de faire picoler les soldats, et tout se passe bien. William Bligh, avec la désinvolture légendaire qu'on commence à connaître hein, Oui. maintenant, bah, tout de suite, il tape un grand coup de pied dans la fourmilière, il interdit le troc, tout paiement en nature, alors que ça soit de l'alcool Oui. ou autre chose, le trafic d'alcool, bien sûr, et la distribution des terres en paiement ou en récompense des services rendus à la colonie, ce qui se faisait beaucoup, hein, quand même, parce que de toute façon, Oui. De toute façon, il n'y a personne qui en fait rien de ces terres. voilà. Bah, il y aura des aborigènes, mais ils s'en foutent, parce que c'est des Anglais, hein, Oui. quand même. Bon, alors, il interdit la distribution des terres, mais il s'en accorde quand même 800 hectares. Parce que... Oui, il faut bien qu'ils vivent quelque part. Ouais, déjà. Puis ça fait 30 ans qu'il se casse le cul pour la Royal Navy. Il a Ouais. pris un peu le droit d'avoir un petit jardin. Puis il a ramené sa fille. Non, sa femme, elle n'a pas voulu venir, mais il y a sa fille qui est venue et elle vient de se marier. Bon, et voilà. Il lui offre 800 hectares. Tranquille. Et ensuite, il gère la colonie comme il gérait ses navires. Avec de la polka. Et des coups de fouet. C'est-à-dire que quand il y a des marchands qui le critiquent, il les fait enfermer d'office. Quand la justice lui plaît pas, il la rend lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des mecs qui sont passés en procès, qui sont acquittés, parce que bon, bah voilà, le procès les acquitte. Lui, il dit non, non, prison. Il y a un bagne, on est dans un bagne en plus, donc hop, bagne. La justice, c'est moi. Voilà. Et il confisque les marchandises qui lui plaisent pas. Comme sur son navire, finalement. Sur son navire, il est maître de Oui. ce qui peut embarquer ou pas. Se mettre après Dieu. Voilà. Là, par exemple, quand MacArthur fait importer un alambic, il dit non. Et il le confisque. Donc ça se passe pas hyper bien, hein, avec MacArthur notamment. Oui, j'imagine que c'est un peu casse-couille quand tu essaies de vivre. Bon, puis surtout, bon, on va dire que MacArthur, c'est pas non plus un ange. Hein. Oui. Mais voilà. Ça se passe tellement mal qu'en décembre 1807, en fait, il y a un truc qui met un peu le feu aux poudres. Il y a un prisonnier qui arrive à embarquer sur un bateau de MacArthur, de façon clandestine. Hein. Il veut Oui. s'échapper. Quoi. Il arrive à s'échapper comme ça. Quand le bateau rentre, Bligh est mis au courant, et donc il impose une amende à MacArthur de 900 livres, ce qui est énorme à l'époque. MacArthur dit, bah non, je ne paierai pas, de toute façon, c'est pas mon bateau. Donc il abandonne le bateau dans le port. Les marins, au bout d'un moment, font, bah on va se casser, hein, parce que Oui. voilà. Sauf que Bligh, il a interdit aux marins d'abandonner un navire, parce que lui, c'est quand même Royal Navy, hein, toujours, machin. Donc, il ordonne l'arrestation de MacArthur. Et il envoie le major Johnston pour arrêter MacArthur. Le major Johnston, qui est de mèche, en fait, avec MacArthur, dit, bah non, je peux pas, parce que là, je suis malade. Donc, non. Bligh, qui, on le connaît, hein, a pas tendance à comment dire, s'entêter, envoie un autre mec pour arrêter MacArthur. MacArthur se fait arrêter et son procès est fixé au 25 janvier 1808. Donc il est censé être jugé par Atkins, Oui. avec qui ils étaient de mèche avant, mais maintenant Atkins doit du fric à MacArthur. Et MacArthur commence à lui dire, écoute mon coco, t'es sympa, mais non. Et puis surtout que le procès, Atkins, donc il est juge et procureur, Oui. mais les autres juges, c'est des officiers du bataillon de oui. Nouvelle-Galles du Sud, qui sont tous de mèche avec Johnston et MacArthur. Donc ils veulent pas juger MacArthur. William Bligh continue à s'entêter et dit, qu'à cela ne tienne, on va tout changer, on va changer le tribunal et tout, donc le 26 janvier, au matin, au point que Johnston, il dit, bon allez, on arrête les conneries là. Il envoie ses soldats arrêter William Bligh. Selon la légende, il serait caché sous son lit. Pas tout à fait vrai, mais bon. Donc ils arrêtent William Bligh, nouvelle mutinerie, hein, parce qu'en soi c'est un petit peu ça. Et Johnston se proclame lieutenant-gouverneur et nomme MacArthur secrétaire général de la colonie. Bon bah voilà, comme ça, c'est officiel. C'est officiel. On appelle ça en Australie la révolte du rhum. Parce que c'est vrai que ça a été un peu causé à la base par l'alcool. Et William Bligh, bah, nouvelle mutinerie, sauf que cette fois-ci, pas chaloupe, prison. 1 an de prison. Au bout d'1 an, il accepte. En gros, les mutins, enfin les rebelles lui disent si tu veux, on te renvoie en Angleterre pour qu'il y ait un procès et tout. Si tu fais ça, ok. William Bligh, il dit très bien, d'accord, je rentre en Angleterre. Et moi, je suis toujours capitaine de bateau par contre, hein, donc c'est moi qui commande le bateau.
Ok, très bien. Ils le mettent sur un bateau. William Bligh, dès qu'il est parti, va en Tasmanie, juste à côté, en se disant le gouverneur de Tasmanie il va prendre mon parti. Oui. C'est un vrai Anglais, lui. Il sera fidèle à la Royal Navy. Quand il arrive en Tasmanie, le gouverneur il fait non. Alors ça, c'est mort. Tu débarques même pas, toi, parce que t'es trop relou. Il va le cantonner pendant 1 an sur son navire, dans le port de la ville de Tasmanie, enfin la colonie en Tasmanie. Super pour les marins. Bah non, mais il est tout seul en fait sur son bateau, ils sont dans le Oui. port, ouais, donc les marins ils font les marins ils ont le droit de descendre, il n'y a Oui. que lui qui n'a pas le Ah, droit il de n'y descendre. a que lui, d'accord. Et 1 an plus tard, donc 2 ans après la révolte, en janvier 1810, nouveau gouverneur est envoyé par l'Angleterre en Australie, libère William Bligh, le ramène en Angleterre, où il est encore une fois jugé en cour martiale, encore une fois acquitté, parce que là, bon, Et oui, il n'a pas fait grand-chose de mal. Enfin, en soi, il a été lui-même, quoi. Ouais. Donc tout le monde Ouais, l'a mais détesté. tu peux pas, quand t'es l'autorité suprême, tu peux pas juger un mec pour pas avoir voulu transiger. Oui, c'est vrai. En fait, c'est compliqué. Tu peux pas dire, mec, t'as suivi les règles. C'est pas bien. Tu savais bien qu'il fallait pas les suivre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On pourra quand même finir par lui dire, mec, Oui, tu pourras apprendre de tes erreurs quand même. oui, non, mais ça bien sûr. Mais d'un point de vue juste légal, C'est vrai, c'est lui qui est du bon côté. c'est vrai. Donc il est acquitté et la Royal Navy se dit, bon, il faut trouver un truc. Il y a une condamnation symbolique des mutins, mais en fait, rien du tout. La Royal Navy se dit, on va le limoger par le haut. Il le nomme contre-amiral et ensuite vice-amiral de la flotte bleue, c'est-à-dire de la réserve. D'accord. Donc, Donc, un bureau. Voilà, un bureau à Londres, très bien. Il va y mourir en 1817, donc 7 ans plus tard, en tant que vice-amiral. Il a commencé Ah ben, mousse, quand même. il a commencé stagiaire de 3e. Ouais, belle réussite. Et ben écoute, ça a l'air d'être quelqu'un de formidable et qu'on Mais aimerait bien rencontrer dans une terrasse qui va rouvrir bientôt. c'est un peu paradoxal quand même, parce que tu te dis ce type doit être un énorme connard, mais en même temps c'est un peu un héros, tu vois. Enfin, c'est un peu Oui, un marin de ouf, quoi. ben oui. Mais ça a l'air d'être quand même un petit peu un connard. Un pisse froid surtout. Voilà, au contraire de nos auditeurs, qui Ah sont bah des oui. gens, qui sont des gens formidables et avec qui on peut discuter via le Discord de Podcut. Mhm. Donc j'avais 2 choses à dire. La première, c'est que récemment, un auditeur m'a fait remarquer que à Münster, en Allemagne, on ne faisait pas de fromage. Non. C'est à Münster, en Alsace. Ah, on avait parlé du fromage de Munster Je pense quand on avait parlé des anabaptistes de Münster, on avait dû faire une blague sur le fromage à un moment. Ça Oui, mais c'est m'étonnerait parce pas de qu'on moi. aime bien les blagues culinaires. Voilà. Donc je m'en excuse et je remercie nos éditeurs de nous corriger. Et surtout, il y en a un autre d'entre eux, Clément, pour ne pas le nommer, qui m'a mis sur la piste d'un sujet. Donc je me suis dit, quand le peuple réclame, Donnons au peuple. voilà, Donnons la brioche au peuple. nous, on est très contents de nous exécuter. Donc si vous avez plein d'idées d'épisodes, de sujets que vous voulez faire, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu parlerais pas de la bataille de Cameron? Alors déjà, parce que tu ne connaissais pas la bataille de Exactement. Cameron. C'est la première raison pour laquelle je ne parlais pas de la bataille de Cameron. Et en plus d'égayer ma curiosité, il se trouve que le timing n'est pas complètement mauvais, puisqu'on est à peu près dans le bon timing de la bataille de Cameron. On verra. Et en fait, j'ai vu, entre le moment où il m'en a parlé et le moment où j'ai préparé le sujet, plein de mentions de cette bataille qui arrivaient un peu partout. Ah ouais. Bah ouais. C'est le Zeitgeist. En fait, du coup, j'ai fait des recherches un tout petit peu. Et en fait, c'est un sentiment qui est assez normal de... Quand on découvre quelque chose de nouveau, on a tendance à le voir apparaître un peu partout. Mm. C'est ce qu'on appelle l'effet Baader-Meinhof. Hein, donc l'effet de la bande à Bader. Sérieux. Ouais, c'est ça. C'est un historien qui disait qu'il avait commencé à étudier le sujet de la bande à Bader et qu'il avait vu des références partout à ce moment-là. C'est voilà, ce qu'on appelle aussi l'illusion de fréquence. Mhm. C'est apparemment une combinaison entre le biais de confirmation, donc on retient que ce qui va dans notre sens, hein, donc on retient quand on voit des choses nouvelles. Ouais, ou l'horloge est toujours à 22h22 parce qu'on s'en Oui, rappelle que quand elle est à exactement. 22h22. Et de biais d'attention sélective, donc on retient que ce qui nous intéresse en fait. Oui. C'est complètement normal, c'est un effet qui est parfois un peu problématique quand on souffre de schizophrénie ou de paranoïa, mais je pense que ce n'est pas encore mon cas. Bref, la bataille de Cameron.
Alors, la bataille de Cameron, c'est une bataille qui a eu lieu le 30 avril 1863, près du village de Cameron, enfin dans le hameau de Cameron, au Mexique, et qui implique l'armée mexicaine et la Légion étrangère française. Alors tu vois, Cameron, comme ça, j'aurais pas mis au Mexique, moi. Mais Alors, peut-être que peut-être que tu prononces à l'anglaise. je prononce à la légionnaire. Des vidéos de légionnaires que j'ai vues, ils le prononcent comme ça. Peut-être Cameron. Rien que ça m'a fait soulever 2 questions. La première, c'est, en fait, c'est quoi la Légion étrangère? Et la deuxième, c'est, mais qu'est-ce qu'on foutait au Mexique? Le premier, comment on a dit, 30 avril 1863. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Alors, on va commencer par la Légion. Bon, la Légion, qu'est-ce que c'est? Donc, une légion, en soi, c'est un corps d'armée qui est composé de plusieurs régiments. La Légion étrangère, comme son nom l'indique, elle implique des étrangers. Donc, des non-français qui se battent au sein de l'armée française. Ça, on l'a toujours fait. On a toujours eu, par exemple, des régiments de mercenaires. Oui, c'est vrai. Des Suisses, par exemple. Certains échanges diplomatiques, comme le cas des gardes suisses. Les gardes suisses qui n'ont le droit de servir que le pape et le roi de France. C'est quand même fou qu'à une époque, la Suisse était connue pour ses soldats. Oui. C'est pas très grand, la Suisse, et puis quand tu vois un Suisse maintenant, tu te dis pas « Ouh, ça doit être un bon mercenaire, lui !» Voilà, les gardes suisses, c'est un peu une troupe d'élite qui sert que le pape et le roi de France depuis Marignan. 1515. Marignan, 1515. Les Français contre les Suisses, parce que ça, voilà, vous pourrez... La prochaine fois qu'on dit 1515, vous pourrez aller un cran plus loin pour dire ouais, la France contre les Suisses. Et en gagnant, je crois que c'est François Ier qui gagne le droit d'avoir des gardes suisses. Un peu un jeu de rôle, quoi. Exactement. Tu bats un Pokémon et après tu l'as, quoi. Exactement. Napoléon, dont on parle beaucoup en ce moment aussi, Oui. était lui aussi un grand consommateur de troupes étrangères. Et de gardes suisses. Même si on pousse un peu le concept de troupes étrangères un peu loin, parce qu'en fait, on parle surtout de troupes qui viennent de pays qu'il a conquis. Ouais, donc c'est un peu la France, quoi. Mais bon, c'est l'époque où toute l'Europe, c'est la France. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'un Espagnol, c'est français? Bah, ils parlent pas la langue. Oui. Enfin, sauf Manuel Valls. Mais... Parce que Manuel Valls, c'est français. C'est une question à laquelle nous ne répondrons pas aujourd'hui. Ça prendrait trop de temps. Mais par exemple, notre bon Napoléon, au moment où il emmène 400 000 hommes passer le fleuve Niemen pour aller prendre Moscou, Oui. Lors de sa très inspirée campagne de Russie, parmi ces 400 000 hommes, il n'y a que 120 000 Français. Ah ouais, donc à peine un tiers, quoi. Donc à peine un tiers. Et par contre, il y a beaucoup de Polonais qui sont, ouais, qui sont sous comme des Polonais. La Légion étrangère, sous sa forme moderne, est, elle, une émanation de la royauté, à qui nous devons autant de très bonnes idées. Oui. Mais pas la fête des mères. La fête des mères, c'est pétain, ça n'a rien à voir. Plus précisément, nous devons la Légion étrangère, fleuron de l'armée française, à Louis-Philippe. Ah oui. Bien sûr, sa création, c'est plus une question de nécessité qu'une question de vision et grand dessein pour l'armée française qui doit se doter d'un bataillon d'élite étranger. Hein, c'est plutôt que notre monarque, il se retrouve, quand il prend le pouvoir, donc en 1831, il se retrouve avec une armée. Donc l'armée, c'est toujours un peu chiant quand t'es chef. Enfin, vaut mieux l'avoir de ton côté, quoi. Ouais. Et lui, il se retrouve avec une armée qui a à la fois des nostalgiques de Charles X et de Bonaparte. Ouais, donc pas ultra... Un peu séparatiste, quoi, l'armée. Voilà, c'est ça. Ils sont prêts à écrire des tribunes. En plus, on a sur le territoire tout un tas de rescapés de l'époque napoléonienne. Donc on a des Suisses, des Belges, des Hollandais qui sont là sur le territoire français parce qu'ils ont été déplacés par la guerre, attirés par l'aura de l'empereur et tout ça. Le problème, c'est que on est 1831, on est dans le début de la révolution industrielle et avec son corollaire qui est l'arrivée en France du chômage. Et oui. Parce qu'avant, tout le monde travaillait, c'était pas le même rythme, mais maintenant, on commence à avoir du chômage. Donc, en fait, on a finalement des étrangers désœuvrés. Et un étranger désœuvré, il a 2 doigts de devenir communiste. Exactement. Et en plus, on a, à ce moment-là, pas mal de changements de régime, un peu partout dans les autres pays d'Europe. Et donc, on a des étrangers qui ont un peu la rage, qui sont pas très contents de ce qui se passe dans les autres pays, et donc qui viennent en France. Monter le Parti communiste. Par exemple. Bref, on a tout un paquet
entre les séparatistes de l'armée, les étrangers désœuvrés, les étrangers révolutionnaires qui viennent se réfugier en France, on a tout un paquet de gens qui sont potentiellement dangereux et qu'on voudrait bien occuper à autre chose que foutre le bordel dans la vie politique de la cité. Et ça tombe bien, parce que on a besoin de bras, et on va pouvoir les occuper en les envoyant un petit peu loin, en tout cas en les envoyant en Algérie, Oui, dont on est en train de faire la conquête. oui, c'est vrai. Après, on enverra des Alsaciens parce qu'on ne sait pas quoi en foutre non plus. Voilà. Donc la Légion, c'est pas que des étrangers, hein, il y a aussi quelques éléments nationaux, mais en général, à cette époque-là, c'est quand même les gens dont on veut se débarrasser. Elle est créée au départ pour diminuer un peu la pression sur le territoire national. Mhm. Elle sert à envoyer les potentiels fauteurs de troubles ailleurs, en l'occurrence en Algérie. Tu nous avais déjà parlé de la conquête et colonisation de l'Algérie. La Légion, elle va surtout servir à construire. Mais c'est vrai que c'est des sapeurs à la base, non? Ben là, Ouais. en fait, on va utiliser la Légion pour construire, notamment des routes. Mhm. Parce que finalement, les fauteurs de troubles, bah, quand tu les mets sous le cagnard à casser des cailloux, et que s'ils protestent, bah, c'est demi-ration d'eau, ça te forme un homme quand même, hein. Ça t'apprend l'obéissance. Oui, c'est ça. C'est pas très loin du bagne, quand même. Non, mais c'est l'armée. Mais T'as c'est le vrai. prestige de l'uniforme. Et c'est là qu'on va avoir la première représentation en fait, du légionnaire comme une sorte de soldat bâtisseur. Ouais. Le pouvoir les oublie un peu, hein. Ils sont en Algérie, ils font leur route. Pardon, ils ont pas une pelle comme emblème, d'ailleurs? Il me semble que... Ou dans leurs uniformes, ouais, encore maintenant, ils ont une il me pelle? semble qu'il y en a qui ont des pelles, ouais. Et des haches, non. Oui, des haches ou des pioches. Et donc notre pouvoir va un peu les oublier en Algérie. Ils sont bien là-bas, ils font des routes. Ça peut toujours servir. Le pouvoir les oublie donc jusqu'à la deuxième guerre carliste. Bah, oui, Si ça ne t'évoque rien, la deuxième guerre carliste, c'est une guerre de succession entre les fidèles de la fille du roi d'Espagne, Mhm. Isabelle, et celle de Don Carlos, qui est frère du roi, et qui a l'avantage, comme on disait, d'en avoir deux et bien pendantes. C'est un homme, quoi. C'est un homme. Voilà, la loi salique, tout ça, mais le roi avait dit non, ce sera ma fille Isabelle. Bref, la Prusse, l'Autriche et la Russie se rangent derrière Carlos, l'Angleterre, le Portugal et la France derrière Isabelle. C'est pas l'expédition d'Espagne dont on a parlé au moment de... Comment il s'appelle Havas? Où il y a son pote qui s'est fait 125 millions. Alors, je pense que l'expédition d'Espagne, c'est avant, c'est Napoléon. Non, 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 Non. non, c'est pendant une des royautés. Mais c'est peut-être avant, hein, ça l'a dit. Parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois le coup de l'expédition d'Espagne. Oui. Ben, alors, là, Louis-Philippe, qui soutient donc Isabelle, il est avec son ministre de l'Intérieur, le joyeux et guiré Adolphe Thiers. Ah oui. Et eux, ils se disent, bon, c'est bien, mais l'Europe, c'est quand même pas très, très, très stable en ce moment. On va éviter d'y aller avec nos gros sabots. Donc, on veut pas envoyer l'armée Mhm. pour soutenir Isabelle. Donc, le compromis qui est trouvé, c'est le roi, Louis-Philippe, qui va offrir à Isabelle, enfin, en fait, dans les faits, à sa mère, parce que Isabelle a 5 ans. Oui, mais alors... Donc, le roi offre à l'Espagne la Légion étrangère. Ah, comme ça. Voilà, ce soit... Tenez, on vous offre un corps d'armée. exactement, 4000 hommes et une centaine d'officiers. Ok, cool. Y compris, donc, là-dedans, on compte aussi les blessés et les prisonniers, hein, qu'on va tous évacuer d'Algérie pour aller les foutre en Espagne. Ça les change. Voilà. Au passage, c'est à ce moment-là qu'on arrête de faire des régiments et des bataillons basés sur la nationalité. C'est-à-dire qu'on arrête d'avoir un bataillon italien, un bataillon polonais, un bataillon suisse. On mélange tout le monde, ce qui permet de faire un petit peu de brassage. Puis d'éviter d'avoir un bataillon espagnol qui peut-être se barre, quoi, Ouais, pour voilà. rentrer chez lui. Sur place, c'est un peu compliqué parce que la Légion étrangère, elle est un peu isolée. Notamment parce que les Espagnols, donc là on est en 1835, pas très très loin quand même de Napoléon, Mhm. et les Espagnols, ça leur laisse pas un souvenir ému. Ah bon? Voir des armées françaises sur leur terrain, ça les... Exactement, tu vois, ils sont moyens chauds. Ça leur rappelle un peu notre empereur corse. Et en France, de l'autre côté, on se dit, bon, c'est bon, on leur a donné la Légion, maintenant ils se démerdent. Ce qui fait on va leur envoyer 2 fois des renforts de 400 et 300 hommes Ah oui. au début, C'est des gros renforts. et après on arrête.
Donc plus de renforts ni en hommes, ni en matériel. Oui, non, bah, ils se démerdent. Démerdez-vous, vous trouverez des balles sur place. En face, les carlistes ont la politique de ne pas faire de prisonniers. Hmm. Ce qui va entraîner, finalement, le même mot d'ordre chez les légionnaires. Parce que, bon, Ouais, bah oui, oui. à la guerre comme à la guerre, hein, donc on va multiplier les exécutions sommaires des deux côtés. C'est pas vamos à la playa comme ambiance, c'est un peu plus tendu. Donc ils doivent bien le prendre, les Espagnols, après le petit Corse vénère qui massacre la moitié de leur pays. Ouais, bon là c'est une guerre civile, ils sont d'un côté de la guerre civile. Oui. La Légion va être isolée au point de pousser le commandant, un certain Bernel, à démissionner et à aller se plaindre auprès du roi. Du roi d'Espagne ou du roi de France? Du roi de France, Mhm. qui en a clairement rien à foutre. Notamment parce que il y a quelques problèmes en Algérie. Et donc, il est plutôt focalisé sur l'Algérie, la guerre carliste. Bon, il a envoyé il a donné sa légion. Donc, la légion va continuer à se battre, d'après ce que j'ai lu, plutôt avec détermination, plutôt bien, parce que c'est des gens qui ont quand même été aguerris. Enfin, c'est des vrais soldats maintenant. Hein. Ils ont cassé suffisamment de cailloux. Exactement, pour avoir des biscottos. Mais ils ont en fait plus vraiment de but. Enfin, ils sont un peu isolés de tout le monde, donc ils sont là, ils se battent, mais ils savent pas. Enfin, ils savent à peu près contre qui, mais ils savent pas trop pourquoi. Ils ont plus de ravitaillement. Finalement, ça va être une troupe qui va être décimée par la faim, complètement ravagée, qui va recevoir le 8 décembre 38 son licenciement. On va les virer comme ça. Ouais, Isabelle leur dit c'est bon, on a gagné, rentrez chez vous. Et donc, ils peuvent traverser les Pyrénées. L'ensemble des 63 officiers et 159 légionnaires vont pouvoir rentrer. C'est pas beaucoup, ça. Ils sont partis à 4000. Ouais, ils rentrent à 250, quoi, à peine. Exactement. Ok, cool. C'était pas terrible. Hein, non, ça avait pas l'air terrible. On a de la chance qu'ils aient pas créé leur propre état en disant nous on va prendre ce coin là et puis démerdez-vous les autres. Ouais, mais bon, quand t'es 150, ça devient plus compliqué. Donc, entre-temps, Louis-Philippe a créé une deuxième légion, qu'on appelle la Nouvelle Légion, puisque la Légion étrangère avait quitté l'armée française. Il a créé une nouvelle légion, là encore, pour continuer la colonisation de l'Algérie. Oui. Bizarrement, les Algériens se laissent pas faire. Exactement. Donc, la Légion étrangère s'est bâtie à la fois sur l'Algérie et sur le fait d'avoir été complètement abandonnée en Espagne. Du coup, le Mexique. Oui. C'est quoi le rapport? On est 30 ans plus tard. Oui, parce que l'armée française est allée faire la guerre au Mexique en 1860. Bon, comme en Algérie, elle n'est pas allée y faire la guerre, elle est allée y faire une expédition. Bien sûr, pour amener la civilisation. Pourquoi? Justement, pour amener la culture, la civilisation et le progrès à un pays qui est encore pauvre et à l'époque peu développé. Bon, aussi parce que la légende veut que le pays regorge de richesses. Oui. Et puis, en plus, il se trouve que le pays a une dette énorme envers la France, aussi envers l'Angleterre et l'Espagne, qui ont déjà envoyé quelques petites expéditions pour, globalement, aller piller des villes pour se rembourser. Ouais, à un moment donné, t'envoies les huissiers, quoi. C'est ça, donc on se dit, il y a quelque chose à faire là au Mexique. On peut déjà comme dans la foulée de Saint-Simon, leur apporter la culture, la civilisation, mais aussi il y a de l'argent et ils nous en doivent en plus. Donc ce serait bien. Mais surtout, le vrai point, c'est que le Mexique, c'est pas très loin des États-Unis. Mais ils ont même une... Ah non, ils ont pas de frontière encore à l'époque. Le Texas... si, le Texas, ça appartient à l'Espagne, oui. Non, le Texas, à l'époque, ça appartient aux États-Unis, le Texas. Ah, déjà? Ah oui, 1863, pardon. 1863, ils ont pris le Texas, ils ont pris le Nouveau-Mexique, ils ont pris, je sais plus, 2 millions de kilomètres carrés au territoire mexicain. Ils sont un peu pressants. Hein. Et ils ont des visées expansionnistes assez claires. Et comme pas loin, il y a les Antilles, il y a pas mal d'îles qui sont importantes pour les pays d'Europe. Faudrait voir à ce que les Yankees soient pas trop gourmands. Ouais. Et ça ferait un peu chier qu'ils prennent le Mexique. Ouais. Géostratégiquement. On a vu que, par exemple, à Cuba, ils y étaient allés plusieurs fois. Quoi. En plus, on a un canal qui est en train de s'annoncer à Suez, ce qui va renforcer la position des îles Antillaises, qui sont à l'embouchure de ce canal. Et, le canal de Panama, tu veux dire? Oui, de Panama, pardon. Le canal de Panama. Et les îles sont positionnées idéalement. On veut assurer le coup. Donc l'idée est assez simple. On va créer un second empire mexicain qui va assurer la stabilité et les bonnes relations avec tout le monde. Oui.
Bon, à la tête, on va mettre un Habsbourg. Ouais, c'est normal. De toute Oui, façon, on fait un empire, on met un Habsbourg. ils sont là pour ça, les Habsbourg. C'est ça, Maximilien Ier. Bon, il va quand même falloir un prétexte. Oui, parce que le mec parle pas espagnol. Enfin, genre, il a jamais mis les pieds en Ouais. dehors de l'Allemagne. Et puis, on rentre pas en guerre comme ça non plus. Même si c'est quand même un pays Oui, oui, oui. en soi. En 1861, on va le trouver. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement libéral de l'époque, qui est dirigé par Juarez, Mhm. déclare nous, on arrête de payer la dette. Eh ben voilà. Les Anglais, les Espagnols, les Français disent ouais, mais la dette, vous nous la devez quand même. Hein. Donc, on va envoyer nos troupes. En décembre 61, les troupes arrivent dans le sud du pays. 4000 Espagnols, 700 Anglais, et les Français vont envoyer 6500 combattants. De la Légion étrangère. Notamment de la Légion étrangère, mais pas que. Dès avril 62, les Anglais et les Espagnols se retirent, parce que ça pue un peu quand même cette histoire. Les Espagnols, ils sont déjà fait bouter une fois en plus. Ouais, du c'est Mexique, ça. Donc ils se disent, Et les Français se retrouvent tout seuls. Ils ont, les autres ont un peu flairé le trac noir, mais pas notre bon Louis-Napoléon III, l'ancien prince-président et empereur de son État à l'époque, qui persiste et signe en envoyant 26 000 soldats supplémentaires. Ah ouais. Oui. Quand même. Donc la France se retrouve toute seule à combattre à l'autre bout du monde. Alors, ce qui est bien, c'est que le timing est assez bien parce que les Américains sont pas trop chiants à ce moment-là. Ouais, 1860, ils sont un peu occupés À se battre entre eux. Ils se battent entre eux. Et au départ, la Légion ne doit pas prendre part à l'expédition. Mais bon, Ils sont là pour construire des routes. ce serait dommage de manquer le fun. Oui, bah oui. Donc les officiers de la Légion vont aller voir l'empereur et lui demander à participer. Ah, comme ça. Exactement. Ils s'emmerdent, il n'y a plus rien à faire en Algérie. Exactement. Ils disent mais attends, nous on n'a pas le droit de se battre sur le sol français. C'est une guerre pour nous. Oui, j'avoue. Donc la petite troupe de la Légion va arriver au Mexique le 25 mars 1863 avec une mission cruciale. Escorter des convois entre Veracruz et Puebla. Crucial. Ah, on ne sait pas ce qu'il y a dans le convoi. On va y venir, mais c'est pas la mission la plus passionnante qui soit. Hein. Oui. Le dirigeant du régiment, qui s'appelle le colonel Jeanne Ingros, s'installe à mi-chemin entre les deux. Et il dit voilà, mon job c'est de faire en sorte de vérifier les convois qui vont de A à B, je me mets entre A et B. Quoi. C'est pas stupide. Non. Un mois plus tard, 29 avril 1863, un convoi a commencé sa route avec des pièces d'artillerie, des munitions, des vivres, des médicaments et environ 3 millions de francs en or. Oui. C'est quand même des convois un peu importants. C'est un bon convoi quand même. Et même si la population locale est pas très bienveillante envers les Français, il y a quand même quelques taupes, et notamment une indienne qui va avertir le colonel que l'armée mexicaine ne va pas laisser passer du loot comme ça sans intervenir. Donc, on envoie la Légion vérifier. En l'occurrence, on va envoyer la 3e compagnie étrangère. C'est 62 hommes et 3 officiers. Oui. On prend pas trop de risques. Quand même. Bon, les officiers, c'est pas les officiers habituels. Parce que, manque de bol, les réguliers, ils ont chopé ce qu'on appelle le vomito negro. Enfin, la jaunisse locale. Ah, vomito négro, moi je l'aurais traduit par vomi noir. Oui, mais en Peut-être l'occurrence, que la jaunisse, ça fait vomir noir. c'est à peu près la même chose. Et donc, on va envoyer les gradés du coin. On va envoyer le capitaine Jean d'Anjou, le sous-lieutenant Jean Villain et le sous-lieutenant Clément Maudet. Ok. Bon, de toute façon, il n'y en a pas pour très longtemps. Le but, c'est d'explorer le chemin autour du convoi pour être sûr qu'il n'y a pas d'armée qui y attende. Okay. Donc, en fait, c'est plutôt de la reconnaissance qu'ils vont faire. Ils se mettent en route vers 1h du matin. Parce que, bon... Depuis Juarez. Depuis le campement de Jeanne. Oui, au milieu, ouais. Au milieu. Ils se mettent en route vers 1h du matin. On y va à pied. Et donc, on part à 1h du matin parce que marcher au Mexique, c'est mieux à 1h du matin qu'à 3h de l'après-midi. Ouais, ce que j'allais dire, c'est un peu con, il fait nuit quand même. Enfin, on n'y voit rien, mais il fait moins chaud. Mais il fait quand même beaucoup moins chaud. Voilà. Donc, tout le monde y va à pied, y compris les officiers. Pas de raison. Et on part avec 2 mulets qui vont porter les vivres et les munitions. Le but, c'est d'aller vite. Ok. Et d'éviter la chaleur, tant qu'à faire. Donc, assez vite, on va rejoindre un petit lieu-dit qui s'appelle le Pas du Mulet.
Elle passe d'El Mulacho, je sais plus. Où stationne une autre compagnie de la Légion, qui va lui proposer leur aide. Et Danjou dit non, vous inquiétez pas, on va aller vite, tout va bien se passer. On est 50, pas besoin de plus. Voilà. À l'aube, vers 5h du matin, la 3e compagnie donc traverse Cameron. Mhm. Cameron, c'est vraiment un hameau. Hein. Danjou passe, il y a 3-4 bâtiments, il y a une hacienda, et il voit les longues haies de cactus qui bordent la route. Et donc l'hacienda en question, qui a une grande cour, des hauts murs dont il manque les portes. Et donc qui est assez open accès. Il se dit, oh, ça a l'air sympa comme endroit. Ils ont l'air accueillants, ces gens qui ne mettent pas de porte. Mais non, il n'y a personne, en fait. Ah, oui, d'accord. Il y a personne, on voit personne dans le village. Bref, on continue. Il traverse là à 5h du matin. À 7h10, le soleil a commencé à monter, donc on commence à chercher de l'ombre. La troupe atteint Palo Verde, qui est le terminus du chemin de reconnaissance. Mhm. Donc ils sont allés au bout et ils vont revenir. Et ils ont rien trouvé. Et ils n'ont rien trouvé. Palo Verde, hein, c'est un petit lieu plein de verdure, comme son ça, nom oui. l'indique. Danjou ordonne la grande halte, c'est-à-dire que on va faire le café, on va se reposer un peu, on va quand même garder quelques mesures de précaution, hein, on va sagement poster des sentinelles dans toutes les directions et on va garder une escouade sous les arbres. Mhm. Petit oubli, c'est que ils se ravitaillent pas en eau, ce qui est pas forcément très intelligent, mais en l'occurrence ils ont le temps. Ouais. Ils ont le Ils temps. ont du café et du pinard, ça va. Ouais. Sauf que très vite, ils vont repérer des cavaliers mexicains au loin et se dire oh, c'est la merde. Et les cavaliers mexicains semblent manœuvrer pour leur barrer la route du retour. Ok. Donc Danjou remet tout le monde en piste, hein, on range ça tout le bordel et on reprend la route vite pour rentrer au moins jusqu'à Cameron. Mhm. Parce qu'on se dit là, il y a l'hacienda, tout ça. Et on atteint Cameron vers 8h. Stupeur, on rentre dans Cameron, hop, un coup de feu qui retentit, des pneus qui crient, enfin, dirait Nicky Larson. Un coup de feu qui semble venir d'une maison, alors qu'on pensait que c'était complètement vide. Un légionnaire est blessé, et donc, qu'est-ce qui se passe? On va fouiller les bâtiments à nouveau. On trouve Ah, il y a juste un seul coup de feu. juste un seul coup de feu qui est parti. Ok. Mais ça suffit à ralentir la troupe pour aller fouiller tout le hameau. Et on trouve rien. Personne. Coup de feu fantôme. Ah, il fouille tout, il trouve même pas le tireur. Non. Ok. Mhm. Il continue à avancer. À la sortie de Cameron, là, il n'y a plus de doute parce qu'ils ont un petit monticule qui est à droite de la route sur lequel se tient la cavalerie mexicaine. Prête à charger. Les légionnaires, ni une ni deux, on sait faire, on se met en carré. Ok. La cavalerie, on parle donc là d'une cavalerie qui est dirigée par le colonel Milan, Mhm. 800 hommes. Contre 50, donc. Voilà. Enfin, 47 soldats et 3 officiers. Exactement. Tranquille. Facile. Donc, les légionnaires se mettent en carré, la charge est bruyante, mais les légionnaires sont devenus des vrais soldats endurcis. Hein, c'est plus les rebuts du départ. La charge se brise sous le feu des légionnaires. Une deuxième charge a lieu. Elle est aussi repoussée et ils n'ont à déplorer que 2 pertes. Les 2 mulets. Ah, putain. Enfin, qui sont pas morts, qui se sont enfuis. d'ailleurs. Ils se sont dit, oula, ils ont... Ouais, Ah, bon. mais ils se sont enfuis avec les munitions. Et du voilà, dit comme ça, Ouais. ça semble rien, mais ils se barrent avec les vivres et les munitions. coup. Ouais. C'est relou, ça. C'est un petit peu chiant. Le capitaine d'Anjou, qui a la particularité d'avoir une main en bois. Et tu dis ça maintenant seulement. Ça va l'air important, quand même. Ben, en fait, c'est ce que je me suis dit, et en fait, Non. pas vraiment. Il a une main en bois depuis quelques années avant, qui est une bataille avant. Apparemment, il sait très bien s'en servir. C'est un combattant émérite. Le capitaine d'Anjou, lui, il va prendre la décision alors de rebrousser chemin et d'aller vers l'hacienda de Cameron pour y protéger ses troupes. Mhm. C'est plutôt... Oui. En fait, il aurait pu pousser et continuer, puisque les premières charges ont été repoussées, il aurait pu continuer son chemin vers la Légion, enfin vers l'autre régiment qu'il a laissé, qui avait proposé de l'aider. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient rencontré un autre régiment. Ouais, Mais- mais en se déplaçant, ils sont plus vulnérables. C'est surtout que en allant dans cette cour, il va fixer l'ennemi. Il Mhm. va fixer le colonel Milan,
il va fixer les troupes, et ça va donner du temps au convoi. Oui, pas faux. Donc en fait, ça va lui permettre d'avancer, de passer sans encombre, parce que en fait, la troupe qui devait attaquer le convoi, pendant ce temps-là, elle attaque L'Hacienda. l'Hacienda, voilà. L'Hacienda en question, c'est une grande cour rectangulaire, avec des ruines de hangars le long des murs, Mhm. et un bâtiment principal vers lequel se dirige la compagnie. Mais là, il est 9h du matin, et malheureusement pour le capitaine, l'ennemi a déjà investi les lieux. Ah. Donc, ils vont se retrancher dans une pièce qui est laissée libre, avec des ruines, des granges. L'ennemi est, du coup, très, très, très proche. Ouais. Parce que donc, ils sont, lui et une partie des Mexicains, dans la même enceinte de la Hacienda, quoi. Exactement. Mhm, mhm. Donc, il peut pas accéder aux étages non plus, pour aller voir ce qui se passe en dehors des murs. Ils vont quand même calfeutrer les portes. Mhm. Mais ça fait pas très peur au capitaine. Bon, parce que déjà, en face, c'est des Mexicains. Bah, on a vu qu'ils devaient quand même pas très bien tirer. Hein. Si en 2 charges, ils ont pas réussi à en buter un seul. C'est des Mexicains, et en plus, c'est des cavaliers. Mhm. Alors, déjà que dans la plaine, sur leurs chevaux, ils sont pas hyper efficaces, mais là, en combat rapproché dans des bâtiments, ils sont pas entraînés, équipés pour ça. Enfin, c'est des légionnaires. Ouais. Là, il est à l'intérieur, il est un petit peu plus serein. Il va faire diviser l'unique litre de vin qu'il leur reste en 60. Et on va se préparer à tenir. Vers 9h30, 9h30, 10h, j'ai lu 9h30, j'ai lu 10h, un officier mexicain qui s'appelle Ramon Lene, il va se présenter avec un drapeau blanc et en français leur proposer d'être raisonnable. Légal. Parce que autour de vous, vous avez 800 cavaliers, donc vous avez aucune chance, hein, soyons clairs. Autant que vous rendiez, et puis basta, on vous fait prisonnier. Bon, il y aura un peu de prison, mais bon, Ça va, c'est la guerre, quoi. Voilà. La réponse d'Anjou: nous avons des cartouches, nous ne nous rendrons pas. Ok. Il est un peu, ouais, il est un peu strict lui aussi. Ouais, lui, il transige pas trop. Ouais. Donc c'est à ce moment-là qu'intervient le fameux serment de Cameron, où en fait d'Anjou va faire jurer à la troupe de se battre jusqu'au bout. Et la troupe, ok, Ok, c'est des soldats qui se battent pour la France alors qu'ils sont pas français, ouais, au Mexique, dans une hacienda pourrie, au milieu de nulle part. Les mecs, ils font, ouais, on y va. on va mourir pour Alors toi. apparemment, d'après certains témoignages que j'ai vus, le serment aurait été un peu embelli. Mhm. Enfin, tu vois, c'est pas un truc de film. Ouais. C'est bon, les gars, on se bat. Ok, on se bat, quoi. Mais toujours est-il que le serment de Cameron, on en reparlera après, est resté célèbre. 11h. D'Anjou, il organise un peu tout, il se balade, et hop, il prend une balle en pleine poitrine. Qui ne Ça lui laisse commence- aucune chance. Le commandement échoua au sous-lieutenant Villain. C'est un beau nom pour être sous-lieutenant. Voilà, ça ne change pas grand-chose en soi. Hein, il n'est toujours pas question d'arrêter le combat. C'est le Fletcher Christian du truc, en fait. C'est le second, mais c'était lui qui avait le charisme. Ben, en tout cas, il est 11h. Les mecs sont debout depuis 1h du matin. Hein. Oui, c'est vrai, aussi. Ils ont rien mangé. Ils ont plus à boire. On est dans le sud du Mexique. Tranquille. Tranquille. La situation n'est pas des plus joyeuses. Mais elle va évoluer. On entend les clairons. Ah. Arrivent les renforts. Et effectivement, 1200 hommes arrivent et prennent position. L'armée mexicaine vient donc de doubler de taille. Tranquille. C'est pour les mecs qui sont 2000 en face. Ils sont 2000, on est 50. Enfin, on est 60. Il y a déjà eu quelques morts. À nouveau, on va leur expliquer qu'ils seraient pas idiots de se rendre. Et à nouveau, la Légion refuse. Peu après 2h de l'après-midi, le sous-lieutenant Villain tombe mort à son tour, atteint d'une balle au front. Ouais, ça fait mal. Donc là, c'est le sous-lieutenant Modé qui va prendre le commandement. Et avec le plus grand calme, les légionnaires vont continuer à tenir bon. Ils vont Ils se battent ou ils sont juste retranchés là? Ils sont retranchés, mais ils se battent, ils continuent à faire feu. Ouais, d'accord. En fait. Donc ils ramassent les munitions des morts pour pouvoir continuer à tirer, parce qu'ils ont quand même pas un grand stock. Mhm, mhm. Pour venir à bout de leur résistance, les Mexicains vont mettre le feu à des tiges de maïs séchées qui étaient dans les hangars et qui s'appuient sur les bâtiments où ils sont. Donc, on les enfume. Donc Ouais, ils connaissent la Légion, c'est comme ça qu'ils ont gagné l'Algérie. Donc... voilà. Donc en plus de pas avoir à manger, pas avoir à boire, quasiment pas de cartouches et être à 50 contre 2000, maintenant on combat dans la fumée. Tranquille. Il fait chaud. On a les blessés qui sont autour, qui sont en train d'agoniser. Certains qui n'hésitent pas à essayer de
boire leur urine ou lécher des flaques de sang parce qu'ils ont vraiment soif. Ouais, j'avoue, en même temps. 17h30. Ils sont plus que 11 à pouvoir se battre. Le sous-lieutenant Modé mène toujours la troupe. En face, le colonel Milan commence à poil à s'impatienter. 3e message aux légionnaires. Là, ils prennent même plus la peine de répondre. Ils butent pas le messager quand même. Non. Ah non, c'est des militaires, ils ont... Bah, ils auraient pu se la jouer Le messager vient avec le drapeau blanc, quoi. Ouais, mais ils auraient pu se la jouer spartiate, tu vois. Oui, mais ils ont un honneur. C'est des légionnaires. Milan décide donc de lancer l'assaut final. Mhm. Les Mexicains envahissent assez vite la cour de l'hacienda. On a 5 coms qui tombent, donc ils sont plus que 6 à tenir le feu, barricadés. Donc on va avoir donc Modé, mais aussi le caporal Men, et ensuite 4 légionnaires, Cato, Wenzel, Constantin et Léonard. Ça, c'est les noms qu'on leur a donnés. Je pense que c'est les noms qu'on leur a donnés. Bon, ils ont plus d'eau, ils ont plus de nourriture, et plus inquiétant, ils ont plus qu'une seule cartouche chacun. Ouais. Bref, il n'y a plus qu'une chose à faire. Au signal de leur commandant, ils tirent ensemble leur dernière balle, ils fixent leur baïonnette, et ils chargent. À 5. Oh À 5 contre 2000. Le sous-lieutenant Modé est bien entendu visé par les mecs, mais Cato va se jeter devant lui pour le protéger. Il va prendre 19 balles. Bon, ils sont bientôt plus que 3 debout, Ouais, mais... entourés par toute la troupe aztèque. Ils sont au bout, il y a tu vois, faut imaginer les canons pointés sur eux. Les gens osent pas tirer. Finalement, par la voix du caporal Maine, ils acceptent de se rendre à 2 conditions. 1, qu'on leur laisse leurs armes, et 2, qu'ils puissent prendre soin de leurs blessés. Milan accepte, et c'est à ce moment-là qu'il aura cette phrase « Ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons. Ouais, ou des cons, quoi. » No soy homos, soy demonios. Enfin, je sais pas, mon espagnol va pas beaucoup plus loin que la tortilla. Au final, on aura presque 60 légionnaires qui auront été mis hors combat, dont 40 morts. Ah ouais. Ouais, ils en ont pas sauvé beaucoup, quoi. Un seul sortira du champ de bataille libre, le tambour, l'ail, l'officier de tambour, qui a pris 7 coups de lance et qu'on a laissé sur place, qu'on a laissé pour mort, mais qui réussira à lutter contre ses blessures et qui sera découvert par les renforts qui vont arriver le lendemain. En face, ils ont fait 190 morts, 300 blessés. Ah ouais, putain. Quand même. Pas mal. Quand même. Et donc, lorsque les renforts arrivent, donc le convoi, lui, a pu arriver jusqu'au bout de son voyage, et le colonel Jarnagro arrive, et il va récupérer sur le cadavre la main de bois du capitaine d'Anjou, qui, encore aujourd'hui, est conservée par la Légion, considérée comme une relique. Ouais. Parce que depuis, le souvenir de la bataille est commémoré tous les 30 avril dans la Légion, où on lit le récit officiel de la bataille. J'avoue que je me suis beaucoup inspiré de ce récit, donc peut-être qu'on héroïse un petit peu ce qui se passe. Mais... Peut-être que l'histoire racontée par les Mexicains mais est les chiffres sont à peu près... en fait, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas beaucoup de sources, finalement, du côté des Mexicains, parce que... Ils sont pas très fiers de ce qui s'est passé. Mais non, mais en fait, pour eux, c'est... Oui, ouais, c'est vrai que c'est une escarmouche, quoi. Ils sont tombés sur 50 gars, quoi. Les mecs ont pas voulu se rendre, machin. Ok, ça leur a pris une journée, mais... Ouais, ils ont perdu 190 mecs, quand même. Ouais. Mais en fait, les ressources... les sources sont un petit peu rares, parce que c'est peut-être une bataille héroïque, mais ça n'a pas changé le cours de la guerre. Non. Et même quand les légionnaires sont dans la merde... Tu vois, par exemple, à Dien Bien Phu, ils vont utiliser la radio pour faire le récit de la bataille de Cameron, le 30 avril, pour commémorer, parce que c'est la tradition de la Légion. Ok. Et en fait, dans la Légion, il y a une expression qui est consacrée, qui s'appelle faire Cameron. L'expression faire Cameron, ça signifie on se retranche et on lutte jusqu'au bout. C'est malin, comme stratégie. Ils le font encore, les mecs? Oui. Alors, ça a été fait, notamment à Dien Bien Phu. Ça a été fait une dizaine de fois, je crois, jusqu'aux années 50. Ah ouais, quand même. Mais c'est pour les situations désespérées. Et là, en l'occurrence, le capitaine d'Anjou, il a sacrifié ses hommes, et lui-même, parce que... Oui, il est mort, quand même. C'est le premier à mourir. C'est un des premiers à mourir, mais il l'a fait pour sa mission.
Ouais. Bon, la bataille n'aura pas servi à grand-chose hein, dans le grand dessin des choses, puisque l'armée française va s'enliser face à une guérilla motivée et elle parviendra jamais à s'imposer. Et en avril 1865, la guerre de sécession s'arrête. Oui. Les Américains massent leurs troupes à la frontière. Et là, Napoléon dit « Ok, on s'en va ». Donc il va se retirer ville après ville jusqu'à un retrait total en 1867. Et à cette même année, Maximilien Ier, empereur du Mexique, sera exécuté. Oui, bah écoute, La quand t'es France aura empereur, quand même perdu 12 000 hommes au Mexique, dont 5 000 par maladie. Oui, mais alors ça arrive souvent dans les armées, même encore à l'époque. Mais ça veut dire que les Napoléons, enfin les Bonaparte, ils aiment bien envoyer des mecs à la mort pour pas grand-chose, quoi. Oui, on appelle ça la stratégie. Oui, sûrement. Donc voilà, je remercie Clément de nous avoir fait découvrir la bataille de Cameron, que je ne connaissais pas. Et alors, et d'où vient la légende du légionnaire qui satisfait ses besoins sexuels sur des chèvres? Je Du pense pas Mexique de ou là, de parce que l'Algérie? sinon ce serait des lamas. Oh, il doit y avoir des chèvres au Mexique. Peut-être de l'Algérie plutôt. Peut-être plutôt de l'Algérie. Moi, il y a une époque, j'avais une fascination pour la Légion parce que j'étais fan de documentaires sur les entraînements de militaires. Parce que c'est toujours un peu stupide. Et tu fais des mecs qui sont à bout, et je sais pas pourquoi j'étais fan. Et les entraînements de la Légion étrangère, c'est débile de difficulté. La marche du képi, ou je sais plus. Il La y a marche des marches képi de blanc. 40 Ouais. bornes en plein désert à Abidjan. Il y a 4 jours dans la jungle en Guyane avec le capitaine qui leur balance des grenades. Enfin, c'est débile. Oui, je connais quelqu'un qui l'a fait. Et c'est un peu dur, on va dire. C'est un peu dur. Mais bon, c'est pas ce qu'il faut. On a appris plein de trucs. On a appris plein de trucs. Et du coup, on vous remercie encore les auditeurs qui interagissent avec nous sur le Discord du label Podcut. N'hésitez pas à faire de même. On vous attend. On est toujours très contents. Si ce qu'on fait vous plaît, si ce que font les autres podcasts du label vous plaisent, n'hésitez pas à nous lâcher des constellations d'étoiles sur tous les players, à participer au Patreon qui nous permettent de financer d'autres projets dont on parlera peut-être bientôt. Suspense. Suspense, d'autres projets du label dans lesquels on est un peu impliqué. Et en attendant, on va continuer nous à apprendre des choses. J'espère que vous continuerez à en apprendre aussi. Et on se retrouve la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois.